le premier cadeau que j'ai demandé quand j'avais 9 ans, c'était un appareil photo. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est depuis longtemps que je rêve de faire ce métier. Je devais finaliser mon mémoire à la RTI. Donc, je suis venue, on m'a mis sur une émission qui s'appelait Chronique de la Cité. Ok. On me prend, on me met devant la caméra. Je dis non, moi, je suis pas animatrice, hein, je suis réalisatrice. Ouais. Réalisatrice, t'es pas encore réalisatrice, hein. T'as rien réalisé, donc tu peux pas te désigner. Et c'est ce que j'ai appris. Je suis désolée de voir que on a écrit les scripts, mais avec du français soutenu. Ouais. J'ai dit, mais le gars même, tu lui fais jouer un rôle avec des thèmes qu'il ne comprend même pas. Ouais, alors pas naturel. Voilà, il n'est pas naturel. Qu'est-ce qui a fait le succès des séries sénégalaises? C'est parce que les gens s'expriment en Wolof. Quand les gens disent, oui, mais pourquoi la RTI n'en a pas parlé depuis? Ils sont toujours en retard. Pourquoi ils sont en retard? Non, la RTI ne peut pas se permettre de courir pour annoncer. Pourquoi il n'y a pas de breaking news de la RTI? Voilà. Le breaking news, là, il faut que tu aies l'autorisation de ta hiérarchie parce que tu dépends quand même du ministère de la Communication. Si tu n'as pas eu cette autorisation, mais à quel titre? Même si tu es le service public, mais tu es quand même sous l'autorité. À partir du moment où toi, tu l'annonces, elle devient crédible. Aujourd'hui, je reçois Anna Ballo, productrice, réalisatrice et consultante stratégique, figure incontournable de l'audiovisuel en Afrique. Depuis plus de 30 ans, Anna façonne le paysage médiatique ivoirien et africain avec une vision créative, un leadership affirmé et un engagement profond pour la valorisation des récits africains. Fondatrice de BA Consulting, ancienne directrice de RT Distribution et co-initiatrice de projets structurants comme le FIMCA, elle a produit plus de 150 heures de contenu d'exception, collaboré avec des partenaires prestigieux tels que Canal+, TV5 Monde ou encore l'OIF, et propulsé sur la scène internationale des œuvres fortes comme la série On est où là ou Bernard Dadier, un homme de liberté. Chevalier de l'ordre du mérite de la communication, elle siège aujourd'hui à la vice-présidence du comité scientifique du SICA et continue d'ouvrir la voie à une nouvelle génération de talents. Avec elle, on parle de création, d'impact, de passion, mais aussi de stratégie, de défis et de transmission. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Anna. Bonjour Edith. Je suis très contente de te recevoir. 30 ans de carrière dans la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Tu es une pionnière et tu es à l'initiative de beaucoup d'événements qui ont été mis en place également. Et dernièrement, tu as brillé avec ton équipe, avec l'organisation, la magnifique organisation du SICA, le Salon international des contenus audiovisuels, qui se sont tenus à Abidjan du 26 au 28 juin, donc au Sofitel d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé en résumé pour cette dernière édition, au cours de laquelle de nombreux producteurs audiovisuels, professionnels du cinéma, se sont déplacés de partout dans le monde pour venir échanger? C'était magique. Nous, on a été surpris, c'est vrai qu'on a préparé sous la direction, bien entendu, le pilotage du ministre de la Communication, de la ministre de la Culture, en partenariat avec le ministre du Tourisme et de la Jeunesse également. On a monté un comité. Le comité existe depuis 3 ans. Hein. Okay. Le comité scientifique existe depuis 3 ans. Il est présidé par Agnès Crédit. J'en suis la vice-présidente en charge des conférences. Il y a un marché, effectivement. Il y a un comité d'organisation. Et le commissaire, cette année, M. Oumar Konaté, peut-être grâce à son management aussi, qui était assez souple, peut-être a permis à faciliter certaines choses. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que ça a été une édition magique pour nous tous. On est sortis fatigués, mais contents. Mais contents parce que ça a été, je dirais, du travail endogène, 100% fait ici, par des équipes locales. On pensait ne pas pouvoir attirer un certain niveau, une qualité d'invités, mais qui finalement ont répondu présent, même à la dernière minute. Et la qualité des conférenciers, la qualité des intervenants, la qualité de ceux qui sont venus même pour le marché, pour exposer. Genre, quand vous avez vu des entreprises comme les studios Horus qui sont arrivés, qui ont fait des démonstrations, c'était vraiment, j'espère, et du coup, on est un peu inquiet pour la 4e édition. Vous êtes challengé pour la 4e édition. Ah oui, on s'est challengé, on a mis la barre tellement haute qu'on se challenge parce que déjà, on commence à nous appeler pour la prochaine édition. La 4e édition, ce sera du 25 au 27 novembre 2026. Et donc, forcément, on aura du monde qui va forcément venir de l'intérieur. Et c'est tant mieux pour les producteurs locaux, pour les professionnels locaux.
Mais bon, si Edith Brou dit qu'on a mis la barre assez haute, ben, j'y crois et puis on l'a ressenti pareil. En tout cas, merci. Et merci à tous ceux qui sont venus et merci à tous ceux qui ont apprécié. C'est vrai que j'ai pas pu être présente pour cette édition, mais rien que de voir les échos, donc sur les réseaux sociaux, les médias, les personnes qui étaient présentes et tout, les vidéos, les reels et tout, on sentait la dynamique qu'il y avait et surtout les personnes de qualité, les studios de qualité qui se sont déplacés. Tu as parlé de Horus Oui. Studio. Oui. Est-ce qu'il y avait Orun Studio. Orun Studio Oui. qui était présent. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités du monde du cinéma international qui se sont déplacées également? Est-ce qu'il y a des noms à citer par exemple? Oui, vous avez Larry Casanov qui a... En fait, ce qui est arrivé avec Larry Casanov, quand nos partenaires qui l'ont prospecté, qui ont prospecté son agent et tout, pour pouvoir avoir son accord, pour être présent, nous ont dit qu'il venait. Et puis bon, la présidente du comité d'organisation, Gertrude, à chaque fois, « Ah, il y a Larry Casanov. » C'est qui Larry? Donc, Et c'est qui Larry Casanov? En comité scientifique, il envoie sa bande démo pratiquement à une semaine. Et puis, on regarde la bande démo. Et puis, on éclate tous de rire. Tous ceux qui étaient dans la salle, on éclate de rire. Et puis, j'ai dit, tu sais, l'effet qui nous est arrivé là, c'est tu dépasses une star. Puis, tu t'arrêtes, tu dis, mais attends, c'est lui. Mais, effectivement. Donc, on rigolait, on dit, attendez, c'est des centaines de millions de dollars qui vont venir comme ça. Et puis, nous, on était en train de rigoler avec. Ouais. Mais c'est quelqu'un de simple. Imaginez la fièvre du samedi soir. Je sais pas si vous... bon, pour ceux qui connaissent pas, l'image qui est restée, en tout cas, qui a marqué tout le monde, les cinéphiles et tout d'une certaine génération. La fille qui danse et puis qui saute et qui vient dans les bras on la prend en haut, elle saute dans les bras j'oublie le nom de ces comédiens. Et aujourd'hui, quand vous parlez, par exemple, Eric Schweiz. de Mortal Kombat, tous ceux qui font du jeu le connaissent et tout. Le making-of et une partie du clip de Michael Jackson où vous voyez les morts, là. Comment ça s'appelle sa musique? Thriller. Ouais. Bon. C'est le producteur, c'est le réalisateur? C'est un des réalisateurs et il a fait le making-of en plus et tout. Okay. Et donc, quand il a sorti ça, nous a sorti sa bande-annonce. Waouh, respect, c'est lui qui vient. Ouais, Larry Casanov. Ouais. Ensuite, Shiota, le japonais, comme on dit, le patron des effets spéciaux. Et lui, il arrive à 2h du matin, on le reçoit. Wow. Je dirais pas, bon, je ferais pas de la mauvaise pub au Sofitel et tout, mais sa chambre n'était pas encore prête parce qu'effectivement, des gens sont sortis tard et tout. Et il arrive très énervé et tout. Bon, on tente de rigoler, on le fait balader dans les couloirs du Sofitel, là. Et il s'arrête devant la boutique de Patéo. Ses valises n'étaient pas arrivées. Ouais. Il dit, il veut une tenue comme ça. On dit, mais il est 2h du matin, c'est fermé. Il dit, oui, c'est à 7h du matin, il veut une tenue comme ça. Donc, me voilà en train d'envoyer un SMS à Paté. Est-ce que quelqu'un peut venir à la boutique? Mais durant son séjour, les 4 jours, il ne s'est habillé qu'en Patéo. Ah, c'est une grosse Patéo. Il a tellement apprécié la tenue qu'il en a acheté. Le japonais a kiffé les tenues de Patéo. Oui, première, quand vous regardez les premières images du SICA, oui, j'ai vu les photos. La conférence inaugurale, c'était lui, mais il était en Patéo. Et il avait des sandales japonaises qui étaient tellement assorties à la tenue de Paté. Il dit, mais on se rend compte au niveau traditionnel Il y a beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire c'est les broderies qu'il y avait sur la tenue Paté. Et il est retourné acheter tous les jours, malgré le fait que sa valise soit arrivée, il est retourné acheter tous les jours une tenue. Il est retourné acheter tous les jours une tenue. J'espère qu'ils auront l'occasion un jour de se rencontrer. J'espère. Paté dit qu'il a loupé de peu quand il est venu pour prendre la dernière tenue de samedi parce qu'il partait dimanche. Mais vous aviez Sissoko, par exemple, Daraman Sissako, qui a fait Timbuktu, qui était là. Vous avez le dernier gagnant, Dani Kouyaté, le dernier Fespaco d'or, qui était là. Le dernier étalon d'or qui était là. Vous avez, moi je le connaissais pas, mais on l'appelle Papa John, je crois. C'est un grand comédien nigérien. Ok, Papa John. Mais il était dans les couloirs et impossible d'aller à sa masterclass. Et comme je dirigeais les conférences, il fallait s'arranger pour que les conférences démarrent à temps et tout. Oui. Mais j'ai dit, mais après la conférence, vous allez faire... Non. Et les gens me disent, madame, vous ne le connaissez pas, mais c'est lui qui a fait tel film. Si. C'est lui qui est dans tel... Je crois voir de qui il s'agit. Voilà, un peu costaud, clair, qui avait des lunettes et tout. J'ai dit, mais attends, c'est qui celui-là finalement? On dit, mais tu sais pas qui c'est Anna? Ouais. Et après, effectivement, quand j'ai bavardé avec lui, j'ai vu que nous avions des gros talents. De gros talents ici qui étaient appréciés par les Africains, qui ne rêvaient pas, c'est vrai, Larry c'est bien, Shiota c'est bien,
mais les gens ont envie de découvrir leur star locale. C'est ça. Le nombre d'autographes que Sissako signait, le nombre de personnes qui voulaient le toucher, le rencontrer. Je me suis dit, mais il y a comme la deuxième année, je le disais déjà lors du petit déjeuner de la RTI, comment bâtir un marché avec la démographie qu'on a en Afrique. Ouais. On est plus d'1 milliard aujourd'hui, ça veut dire qu'on est capable de constituer ce marché avec nos stars appréciées. Le Nigeria l'a fait, mais aujourd'hui, les stars nigérianes s'exportent. Ouais. Donc, il est temps, effectivement, de commencer aussi à faire aussi ça, de telle sorte qu'on crée ce star système-là. Ouais. C'est ce star système qui peut créer aussi, qui peut créer de la valeur ajoutée. J'écoutais sur une des chaînes internationales un chanteur portoricain qui a décidé d'organiser une résidence de musique de 3 semaines. Mais c'est devenu un enjeu économique en ce moment. OK. Parce que le nombre de touristes qu'il a attirés à cause de sa résidence sur son île de Porto Rico a commencé à permettre à l'État portoricain d'avoir des recettes qu'ils auraient dû avoir il y a 6 mois. Wow. Oui, parce qu'il a décidé d'organiser cette résidence pour aider son île à cause des mesures, bien entendu, qui sont en train d'être prises par Trump par rapport Trump. Voilà. Et voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on s'inspire de tout ça, qu'on a du talent ici et que cette industrie aujourd'hui, qu'on soit sérieusement en train de la regarder. Ouais. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et beaucoup est fait et il y a de l'engagement. Il y a des métiers où on est obligé pratiquement de forcer les gens à aller le faire, alors que c'est des métiers dans lesquels on vient par passion. Ouais. Si on est là par passion, quelles que soient les difficultés, si on sent qu'il y a de la volonté d'accompagner, forcément, on va continuer, quoi. Ouais. Moi, il n'y a pas de raison que je sois... Quand les gens me disent, mais quand on me rencontre, mais tu es toujours dans ton truc de cinéma, de la production, mais je dis, je sais rien faire d'autre. Et puis, c'est ça que j'aime. Mais les gens, ils comprennent pas quelque chose, mais ils ont tellement de on me préjugés. dit, mais voilà, tu peux être, je sais pas, directrice de la communication ou bien tu peux être... Je dis, non, c'est ça que j'aime. Oui, et puis, ta j'ai une passion. vision, c'est ma passion. J'ai une vision, je l'ai pas d'aujourd'hui, Ouais. je l'ai depuis que je suis petite. Ouais. Le premier cadeau que j'ai demandé quand j'avais 9 ans, c'était un appareil photo. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est depuis longtemps que je rêve de faire ce métier. Il me plaît. Et quand je me rends compte qu'il y a la difficulté, mais je sais toujours de trouver une solution, mais une solution communautaire. Je vous dis, par exemple, je suis co-créatrice de la CEPACI, la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, parce que à un moment donné, quand je commençais dans le métier, il y avait que le SIPA, le syndicat des producteurs audiovisuels. Pour vous faire une confidence, on n'était que 2 Noirs dans ce syndicat. Ici, en Côte d'Ivoire. Ici, en Côte d'Ivoire. Wow. Et à un moment donné, on a commencé à quelle être année? beaucoup plus nombreux. C'était dans les années 95. On a Ouais. commencé à être beaucoup plus nombreux. C'est Ricky Baikro, qui bossait avec Daniel Cardo, ainsi de suite. Il y avait vraiment, c'était les expats, puisqu'ils avaient des agences de pub. Ouais. Ils faisaient de la production aussi et tout. Et ils produisaient Martine Ducolombier, qui a fait Le Pari de l'amour, par exemple. Et tout ce monde devait défendre des intérêts aussi. Et donc, quand j'ai commencé, c'était là. Et ensuite, il fallait qu'on puisse s'organiser en fêtière pour rassembler toutes ces associations, qu'on parle d'une même voix. Et aujourd'hui, il faudrait encore qu'on passe à une autre étape, qu'on soit dans une interprofessionnelle. Comme à un moment donné, ça s'est passé pour la presse. Il faut qu'on soit dans une interprofessionnelle, qu'on parle le même langage. Parce que, j'ai oublié de le citer, Alex Berger, qui a fait Le Bureau des légendes, qui est la célèbre Oui, bien série, sûr. qui Qui a été est diffusée sur Canal+, américano-français, ouais. voilà. Et donc, une série d'espionnage, mais qui disait, il y a plein de possibilités en Côte d'Ivoire, mais d'abord, il faut que les gens soient formés. Et puis, ça coûte trop cher de tourner en Côte d'Ivoire, surtout par rapport au matériel. Oui. Ça coûte cher de tourner. Pas de faire venir le matériel par la douane. Non, simplement louer. Louer. Pas faire venir. OK. C'est-à-dire, un producteur arrive, il a envie d'avoir tout le kit cinéma, caméra, lumière, son et tout. Mais il faut pas que le prestataire aussi cherche à rentabiliser son matériel sur un seul tournage. Il se dit, il le planifie sur 3 ans ou 4 ans, il fait ses coûts de location en fonction. Voilà, donc tout ça, ça coûte cher. Et c'est ce qui fait aussi que nos productions coûtent cher. Ouais. Moi, je trouve que pour ce qu'on sort comme qualité de production, nos productions coûtent trop cher. Ouais. Il faudrait qu'on arrive à un cost to design qui permette de produire en grosse quantité pour alimenter le marché. Aujourd'hui, vous avez plusieurs chaînes. La RTI, vous avez NCI, vous avez Life, Cette Info. Déjà, si je prends les 3 chaînes qui diffusent régulièrement de la fiction,
Mais il faut alimenter. Rien que la RTI, si vous voulez juste alimenter 2 ou 3 jours dans la semaine, 3 chaînes, vous êtes à peu près à 5000 heures qu'il faut pouvoir livrer dans l'année. OK. Quand j'étais à RTI Distribution, produire 150 heures dans l'année, c'est énorme. Hein? Oui. Ça coûte. Et ça coûte cher. Ouais. Alors qu'on pourrait revoir tout cela. NCI a besoin de contenu, ils savent ce que ça coûte. Ça coûte cher aussi. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir au sein d'une interprofessionnelle pour que ceux qui font la location de matériel, il y ait des coûts homologués qui fassent que, on n'a pas dit, c'est vrai qu'on est dans une économie libérale, mais au moins qui permettent, en fait, c'est pour permettre au secteur d'être productif. Les comédiens aussi, c'est vrai. Par exemple, en Europe, aux États-Unis, un comédien, on connaît ses tarifs qu'à partir du moment où il a reçu un César ou un Oscar. Ouais. Mais en dessous de ça, tu viens, voilà. C'est pas que tu puisses pas faire le malin, mais c'est vrai que tu es talentueux, mais il y a beaucoup de talentueux comme toi qui n'ont pas encore été désignés qui n'ont pas été nominés ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vers ça aujourd'hui, je pense qu'il faut tendre, et je suis plus dans la démarche d'être dans des actions collectives. C'est ce qui vraiment a milité pour que j'accepte de faire partie, que le ministère de la Communication m'ait sollicité, et pour le compte de la RTI, que j'ai fait partie du SICA, du comité scientifique et tout, pour mettre à disposition toutes ces années de connaissances. Et avant de continuer, juste pour préciser, tu avais dit la fièvre du samedi soir. Oui. Et j'avais dit Eric Soise, mais je pensais à Patrick Soise, mais ce n'est pas lui. Oui. L'acteur, c'était John Travolta. John Travolta. Exactement. Film de 1977, oui, quatrième marché. Oui, il y en a qui n'étaient même pas en téléchargement. Pas nous, on n'était pas en téléchargement. On est venu 10 ans. En tout cas, je suis venu 10 ans après. Je n'étais pas en téléchargement. Donc, Larry Kasanoff et tout. Et le fait de recevoir toutes ces personnalités, de pouvoir échanger avec elles, finalement, quels sont les outcomes donc de cette 3e édition du SICA? Qu'est-ce qui est prévu d'être fait pour booster donc le secteur du cinéma et de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire jusqu'au prochain SICA? Mais déjà, c'est d'essayer de pousser, de faire mettre en œuvre tous les accords qui ont été signés, notamment l'accord tripartite entre le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, pour promouvoir la destination comme la Côte d'Ivoire comme terre de tournage. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de mettre en place un bureau, je pense bien entendu qu'il va être drivé par le ministère de la Culture, mais avec l'implication de tous ces ministères, surtout le ministère de la Communication pour toute la partie, effectivement, stratégie pour communiquer, pour comment vendre la Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme pour les recommandations de sites de tournage qui pourraient être faits et tout. Et ce bureau du tournage et tout, je pense, l'idéal, ce serait de l'avoir effectif, fonctionnel, je pense pour la 4e édition. Je ne suis pas dans l'intimité de ces différentes autorités des différents ministères, mais je pense que c'est notre recommandation au niveau du comité scientifique. Également, il y a et ce serait de pouvoir effectivement faire voir plus de contenu. C'est vrai qu'on a parlé du SICA In, mais on s'est rendu compte de l'affluence qu'il y a eu pour le SICA Off. Le SICA Off, c'était pendant ces 3 jours, il y a eu des projections de films dans 4 communes à Abidjan. Okay. Cocody, Koumassi, Abobo et Yopougon. Oui. Il y a eu de l'affluence. Les soirs, c'était vraiment ciné plein air. Ok, c'était diffusé principalement dans ces communes-là. Dans quel espace précisément? Dans les espaces ouverts, avec grand écran et tout. Et donc, par exemple, je crois, Inch'Allah, c'est Yopougon, place Inch'Allah. C'est Koumassi. Place Inch'Allah. Vous avez de ce genre d'espace-là. Et donc, les gens sont venus plein, malgré la saison des pluies. On était inquiets, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aura pas de problème? Mais les gens sont sortis. Ça veut dire qu'il y a ce besoin, les gens ont besoin de se voir, d'être proches des images, des écrans, des histoires, quand on voit le succès des réseaux sociaux. Et ça a produit le même effet. Si en plus de ça, on peut faire un happening avec des acteurs, des comédiens qui sont sur place, qui jouent dans ces séries-là, ce serait bien pour le SICA Off, qui est vraiment le côté populaire de cette organisation-là. En tout cas, c'est les différentes recommandations, les quelques recommandations qu'on a faites au niveau du comité scientifique. Et ensuite, le 3e jour, habituellement le 3e jour,
c'était la balade. Mais c'était tellement riche, cette édition, que pour la 3e édition, pour le 3e jour, on a organisé un panel avec toujours nos stars, là, Larry, Chiota, mais le président du Conseil économique et social, en tant que président de région, du Conseil régional, de Conseil régional, nous a fait l'honneur de venir à ce panel-là. Très tôt, à 8 heures du matin, il était là. Luvic aussi était présent. Ouais. Ils ont compris l'intérêt, ils ont vraiment compris l'intérêt de pouvoir recevoir des tournages sur place. Chacun, Alex Berger, Larry, Chiota, ont développé leur expérience dans leur pays. Quand vous recevez un tournage, c'est l'économie qui fonctionne. Si une production vient pour un mois, mais c'est tout ce qui est restauration, lieu de divertissement et tout, parce qu'après les tournages, les gens ont besoin de se divertir, de changer un peu, et c'est tous ces endroits qui marchent. Oui. Moi, au-delà de ça, il y a plein d'autres choses, je veux dire, qui peuvent profiter à... Quand le site de tournage vous est laissé sur place après, c'est des négociations, parce que même détruire un site, un décor que vous avez monté, ça coûte cher à la production, alors que le conseil régional peut garder ce décor et puis en faire un site de visite touristique en partenariat avec le ministère du Tourisme. Donc, il y a tellement de retombées derrière, tellement de déclinaisons à exploiter, que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent, quoi. C'est bien de promouvoir la destination Côte d'Ivoire pour inciter à beaucoup plus donc de production cinématographique qui se fasse ici, étrangère qui se fasse ici. Mais même local, hein? Oui, mais bien sûr, oui, même local. Ouais. Et surtout, il faudrait que les deux soient au même niveau, parce que quand tu es ici, la Côte d'Ivoire ou la ville d'Abidjan ou une autre ville du pays est sollicitée pour un tournage peut-être de la 9e saison, pourquoi pas de Game of Thrones, je dis ça comme ça, hein, pour les fans de Game of Thrones, je dis ça comme ça, mais qui est sollicité par exemple. Et au même moment, il y a un producteur ivoirien qui sollicite aussi un site dans une région à côté pour un tournage. Il faudrait qu'il soit favorisé de la même manière. Il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup plus de faveur pour un studio qui viendrait de l'étranger. Donc, quand on incite et on vend la destination Côte d'Ivoire pour qu'il y ait beaucoup de productions internationales qui viennent se faire ici, il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment donc, des acteurs locaux. Et dans ce cas, eux, les acteurs locaux, comment ils se sentent par rapport à tout ce qui a été dit? Donc, les producteurs, les réalisateurs et donc les techniciens, comment ils se sont sentis par rapport à tout ça pendant ces échanges? Et surtout, quand on promeut une destination comme la Côte d'Ivoire pour que des productions se fassent ici, il faut que ce soit des ressources locales, donc les techniciens locaux qui soient utilisés pour ces productions, qui ne ramènent pas, eux, leurs techniciens. Ça aussi, qu'est-ce qui sera fait pour que les acteurs locaux ne soient pas lésés? J'aime bien deux questions. Oui, je sais, mais j'aime bien tes deux questions. Je vais y répondre et résumer dans une expression. Je citerai pas le producteur avec qui j'étais assise à la cérémonie d'ouverture, mais bon, on est tous des anciens. Et puis quand Alex Berger a fini d'expliquer les difficultés qu'il a eues et que ça coûtait trop cher, mais c'était bien, mais il est venu tourner une série pour Arte. Et il a utilisé la forêt du Banco, par exemple, et il a utilisé également une partie il a trouvé un endroit entre Angré et Abobo pour tourner un décor de Marrakech. OK. Ouais. Oui. Un décor de Marrakech a été tourné à Abidjan. Oui, donc il y a Marrakech maintenant à Angré. Angré. Il y a la localisation. Yopougon, c'est quoi? Yopougon, c'est quoi? Il y a Yopougon, Maroc. Il y a Yopougon, Maroc. Maintenant, il y a Marrakech à Angré. Angré, Maroc. Oui, il faut vraiment donner la localisation. La localisation, okay. Et donc, la forêt du Banco, c'était aussi pour un décor qui devrait être au Gabon. OK. Donc, c'est dire que, mais quand il a expliqué les quelques difficultés qu'il a rencontrées et tout, le producteur et moi, on s'est regardé en ivoirien, on dit, il a vu dedans. Non, parce que à certains moments, c'est pénible. Ouais, c'est dur. C'est pénible parce que quand vous arrivez et que les techniciens ou les comédiens qui ont un certain niveau de professionnalisme sont occupés, vous n'en avez plus. J'aime bien le dire, j'ai dit, dès que vous voulez tourner plus de 4 productions en Côte d'Ivoire, c'est difficile. C'est difficile et
vous avez du mal parce que, bon, les gens sont pas formés. Ouais. Ils ne sont pas régulièrement soumis à des tournages. Ils acceptent pas eux-mêmes aussi d'aller volontairement sur des tournages pour se dire qu'il faut qu'ils fassent du training. Donc, vous prenez un technicien stagiaire, dès qu'il arrive, il veut être au même niveau que... Il va vous demander 5 000 francs de prime de transport jour. Bon, 5 000 francs de prime de transport, vous avez 10 jours à tourner avec lui. Oui. Il a 50 000 déjà. Ça, c'est sans sa rémunération. Oui. Bon, les établis, on n'en parle même pas, sans compter qu'il faut les nourrir tous les jours sur place et tout. C'est ce qu'il dit, ça coûte trop cher. Alors qu'il y a des solutions simples. On a le bus, on peut prendre une carte de bus au mois qui permet d'avoir accès à l'express, qui est climatisé, qui est facile. Donc, pourquoi est-ce que on réfléchit pas à toutes ces solutions-là? Celui qui veut... Les producteurs... En fait, le producteur étranger n'est pas avantagé. Quand il arrive, il paye son autorisation de tournage, il paye plein pot. Non, moi, je veux dire que peut-être de notre œil extérieur de néophyte, on peut se dire que... et puis, nous connaissons aussi, nous, les Africains, on va beaucoup plus privilégier en faisant des facilités à des acteurs étrangers. Je peux le dire quand même, je veux dire, au niveau de l'ONACSI, il faut payer ton autorisation comme tout. Ça coûte plus cher même d'ailleurs, pour celui qui vient de l'extérieur. Je ne le dis pas pour décourager, hein, c'est pas aussi cher, hein, c'est pas des centaines de dollars ou de tout. Mais pour le tournage du grand déplacement du Zadi, du film de Zadi, il est venu à la RTI, il a demandé à avoir accès au studio. Il voulait nos cartes de transmission pour les mettre devant la basilique à Yamoussoukro et tout. Bon, le producteur exécutif est venu me voir. Oui, c'est un film ivoirien, c'est pour la côte. J'ai dit non. Mais il n'a payé. J'ai dit c'est pas un film ivoirien, c'est un film pour Pathé. Oui. C'est un film qui est fait en Côte d'Ivoire. Oui. Pas un ivoirien, mais c'est pas un film ivoirien. Oui. Et même si c'est le cas, c'est prévu dans la ligne budgétaire. Oui. Voilà, donc. On paye. Mon gars, faut. Et bon, ça. C'est payant. Oui, tu déplaces un véhicule, il y a le carburant. On déplace un véhicule, il y a le carburant, il y a la sécurité. C'est une structure. Oui, et puis même, quand on déplace un véhicule pareil, c'est pas juste 2 personnes, c'est pas le chauffeur, c'est 5 personnes qui vont dans le car, parce qu'en plus de ça, il faut la sécurité. Donc, tout ça, et puis bon, en studio, ils sont venus, j'ai dit, oui, c'est pas parce que vous utilisez nos journalistes, non. Voilà, non, ils ont compris, et puis bon, c'était prévu dans les lignes budgétaires. C'est pour dire que si régulièrement, vous avez ce genre de producteurs de production qui viennent, effectivement. Bon, ça fait tourner. Non, je pense pas au contraire, il faut favoriser, mon avis, hein, je suis pas les dirigeants, mais mon avis, c'est qu'il faut favoriser les producteurs locaux, mais il faut aussi que les producteurs locaux acceptent de faire des productions qui correspondent aussi à l'environnement. D'accord. Parce que quelquefois, on écrit en rêvant tellement, en voulant... En faisant comment je peux dire, des productions ou de séries ou de films avec une intrigue beaucoup plus internationale, mais qui correspond pas à nos réalités locales. C'est ça. Une intrigue avec un meurtre et tout. Donc quand je vois nos enquêtes policières, c'est déconnecté de nos commissariats ici. Voilà, on est déconnecté. Je retiens jamais ce film coréen. Ouh là là, je me suis salie. En tout cas, c'est les aléas. Attends. Ben là, c'est la grande sœur qui est en train de dépanner la petite sœur. Là. En tout cas, tu me dépannes fou, là. Bon, ça arrive. Hein. J'étais tellement à fond sur l'explication. Ben, c'est ça la passion du cinéma. Mon café s'est renversé sur mon joli polo. D'accord, ouais. Ben, ça va s'arranger. Ouais, ça va aller. Voilà, c'est tout ça, en fait. Les aléas du direct. Les aléas du direct, même si on n'est pas en direct. Voilà. Et comme j'aime l'authenticité, je veux montrer que je suis authentique. Voilà. Donc, on continue. Je vais juste mettre mes cheveux comme ça. Voilà, pour cacher un peu. Pour pas gêner. Voilà. Donc, on parlait du fait que les productions sont déconnectées. Moi, je l'ai remarqué aussi. Je pense que pour mes abonnés également, certains l'ont remarqué. Et c'est peut-être pour ça que certaines productions font parfois des flops. Ou passent inaperçues. On n'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux et tout. Parce que, voilà, c'est déconnecté de ce que nous, on vit. Nous, les Ivoiriens, on vit. C'est ça, mais parce que on est tous restés à rêver. Je veux que mon film passe sur Netflix. Je veux que mon film passe sur Amazon. Bon, ton film qui va faire, je me dis comme ça, hein, ton film va faire peut-être 5000 vues sur Netflix. Netflix aura acheté à combien? C'est bien. Mais ton film va faire 1 million de vues chez toi.
c'est tout bénéfique. Et puis rentre dans la culture populaire chez toi. Voilà, c'est ça. Voilà, et te permet d'être fort chez toi. Exactement. Parce que pour que Netflix ou Amazon ou les autres te remarquent, ça dit que tu es fort chez toi aussi. Exactement. Si tu n'es pas fort chez toi, ben, ils ne te verront pas. Ouais, c'est ça. Mais on est tous passés par là. Hein. Je ne sais pas si c'est notre culture de base ou bien comment ça nous a été transmis. Parce que il faut remarquer quand même, je dirais, c'est peut-être maintenant, il y a une dizaine d'années que les chiffres sont tenus, mais je dirais 80% il y a 20 ans de l'écosystème a été formé sur le tas. Mm-hmm. Donc, on est parti sur, c'était la formation, surtout au niveau du cinéma, c'était des formations de grands réalisateurs qui étaient produits par des sociétés de production étrangères et tout. Mm-hmm. Et donc, on est resté dans cette dynamique. Et au niveau télévision, les télés fabriquaient pratiquement tout en interne. Oui. Très peu de télé produisaient extérieur. Moi, je me rappelle quand je suis venue avec la route de la cuisine en 95, le modèle économique, c'était que je trouvais un annonceur qui payait une partie et puis je prenais l'autre partie pour produire. C'était ça le modèle économique. Quand j'ai voulu faire une série, d'ailleurs, tu as été une de mes actrices dans ce qui était l'embryon de ma famille. T'étais l'une des jeunes petites filles dans la série et tout. On avait tenté avec Akissi Delta. Mais ça coûtait cher parce qu'il fallait que je trouve 2 ou 3 annonceurs et tout. Bon, je pense qu'à l'époque, elle a eu raison. Après, elle pouvait pas attendre, effectivement. Elle avait son produit sous la main. Il fallait qu'elle trouve un producteur. Elle a commencé avec la télé. Et puis bon, d'autres producteurs sont venus se greffer. Mais tout ça a fait que ces difficultés-là n'ont pas permis de se concentrer vraiment sur une vraie stratégie de production. Et quand les télés ont commencé à comprendre qu'il fallait travailler avec les producteurs indépendants. Et ça, je pense que la RTI a été précurseur là-dessus, avec, à l'époque, le DG Bakayoko. Moi, je n'étais pas encore à la RTI. On est parti les voir, les producteurs indépendants, en disant, il faut bien qu'on travaille. C'est ça. On va pas rester à taper à la porte à chaque fois comme ça. On existe. Les grosses chaînes de télévision comme TF1, France Télévisions et tout, travaillent avec des producteurs indépendants. C'est l'économie, c'est la chaîne de valeur du métier de la production. Donc, il faut vraiment pouvoir nous faire travailler. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je sais que j'ai fait la route de la cuisine. J'ai fait Ecofinance, un magazine économique pour rendre accessible l'économie à tous. Ça a été la première émission économique. C'est ça. En Côte d'Ivoire. D'ailleurs, qui a révélé ma petite sœur Isabelle Hanno. Qui est ma grande sœur aussi. Voilà. Ma jumelle. Ouais, ta jumelle. Voilà. Quand je vous vois, c'est ça. Je dis, c'est mes 2 petites sœurs, les jumelles. Voilà. Donc, pour dire que c'est, on vient de loin, mais c'est peut-être le système aussi qui n'avait pas facilité ça. Mais il faut pouvoir légiférer. Au Maroc, pour être reconnu, pour qu'un média arrive même à un niveau de subvention, il faut qu'il travaille avec des entreprises de production. Et on exige aussi à l'entreprise de production d'employer un certain nombre de personnels. Parce que on sait que en face, on exige aux médias de pouvoir produire avec toi 2 ou 3 productions. Donc forcément, tu pourras supporter tes charges et également payer tout ce que tu dois reverser à l'État en termes de fiscalité. Ça crée un cercle vertueux. Il faut qu'on y arrive pour que ce soit un jeu transparent et que les producteurs talentueux puissent, si ça se fait, mais c'est peut-être, on va manquer de producteurs parce que si au niveau de l'État, on arrive à mettre en place un système fiscal qui fasse que celui qui fait travailler les entreprises de production, quelque part, peut avoir un allègement sur sa TVA et tout, mais il va se dire, mais au lieu de produire en interne, d'avoir plein de charges fixes, mais pourquoi tout ce monde, je ne les déverse pas dans les entreprises de production indépendantes? Je travaille avec ces entreprises qui me produisent. Je n'ai plus que la charge de la diffusion et puis certains programmes délicats, spécifiques, stratégiques, tels que le journal, quelques magazines, mais il y a un certain niveau de charges que je ne prends plus. Si on réussit à démontrer à l'État que mettre en place ce cercle vertueux-là permet de faire exploser ce secteur et d'absorber un maximum d'emplois, je suis sûre que on se penchera plus vers le crédit d'impôt, la fiscalité et tout, parce que même si quand on dit qu'on veut rendre la Côte d'Ivoire, on veut que la Côte d'Ivoire soit attractive au niveau des tournages et tout, au niveau même des médias qui viennent s'implanter, mais c'est tout ça qu'il faut mettre en place. C'est toutes ces facilitations qu'il faut mettre en place. Il y avait aussi le Red Sea Fund, qui est un fonds saoudien, qui était là, qu'on avait prospecté à Cannes. La dame qui est venue pour représenter ce fonds-là, elle nous dit, mais
J'ai tellement aimé que j'ai envie que vous travaillez avec l'Arabie Saoudite. Okay. Parce que nous, on a 80% de tax rebate. Si vous aussi, si on a 80%, si vous pouvez aussi donner 80%, ça veut dire que le producteur, sur 100% de budget, ne devra aller chercher que 20% de budget. Ça, il peut le voir auprès des banques en ayant un taux de crédit assez bas, parce que c'est des accords qui sont d'ailleurs, ça j'avais oublié aussi, c'est l'un des accords qu'il faut pouvoir suivre pour la 4e édition. L'ASDM, l'Agence de soutien des médias, est en train, avec l'association des banques, de voir, sous le du ministère de la communication, comment mettre en place, comment signer cet accord. Là, ils ont commencé les discussions qui permettent à des producteurs d'avoir accès à un niveau de crédit, à des taux réduits, bien entendu, avec une garantie possible de l'ASDM et du fonds SIC, pourquoi pas, créé sur pot commun. L'ASDM, l'agence de soutien et développement des médias. Elle est logée dans quel ministère? Elle est au ministère de la Communication. Le fonds SIC est au ministère de la Culture. Il y a un fonds de garantie au niveau du tourisme. Mais au lieu qu'il y ait des fonds dispersés, l'idée, c'est justement de pouvoir mettre tous ces fonds ensemble et de pouvoir mettre des mécanismes de garantie qui vont permettre aux producteurs d'aller lever le financement que eux doivent apporter quand il y a des accords de coproduction ou bien des abattements, la part de financement qu'ils doivent aller lever. Donc, tout ça fait que va commencer à rendre le secteur attrayant, effectivement, pour tous ceux qui travaillent et même pour les médias. On va se retrouver en train d'avoir une diversité d'émissions, bien entendu, de qualité. Et puis bon, au niveau, forcément, ça va se répercuter sur le digital. Nos contenus vont être beaucoup plus intéressants, plus attrayants et vont refléter même l'image du pays. Parce qu'aujourd'hui, ce que nos médias reflètent comme image, c'est bien, mais au niveau des réseaux sociaux, ce que nous reflétons n'est pas forcément l'image qu'on a envie de présenter de la Côte d'Ivoire. Alors que si les médias sont bien accompagnés, qu'ils produisent beaucoup, qu'ils produisent beaucoup, tout ce qu'ils font circuler sur les réseaux sociaux comme contenu, et même vous, les producteurs indépendants de contenu, de podcasts et tout, si on facilite un certain nombre de choses, mais ce sont ces contenus-là qui vont envahir les réseaux sociaux. Ce seront plus des contenus viraux ça va représenter une part, mais ce sera pas une infime partie. Voilà, une infime partie, ce sera pas la part importante. C'est toute une politique derrière, je pense, à laquelle il faut réfléchir, quoi. Et l'État et les acteurs comme les banques, parce que j'assistais à un événement que tu avais aussi organisé avec la RTI. Abidjan Film Summit, oui. Exactement. Et les banques aussi ne comprennent pas. Les banques ne comprenaient pas. Dans la production audiovisuelle cinématographique. Est-ce que cette fois-ci, elles sont en train de comprendre? Bon, tu as parlé de l'ASDM qui a rencontré l'APBF. Est-ce que les banques ivoiriennes commencent à comprendre qu'il y a de l'argent à se faire dans le secteur du cinéma et de la production audiovisuelle en Côte d'Ivoire? C'est bien que tu évoques Abidjan Film Summit parce que de mon passage à RTI Distribution, je voulais qu'il y ait un événement qui dise on s'assied, chaque année on s'assied, on oublie qu'on est concurrent ou quoi, NCI, Life et tout, on s'assied pour faire le point sur notre environnement et puis essayer de sortir des solutions, un livre blanc pour permettre d'avoir accès à toutes ces facilitations. Il y a 4 ans qu'on l'a fait. Aujourd'hui, pour vous dire, la 2e édition du SICA, les banquiers étaient là. Ils ont accepté de participer aux assises du financement qui s'est faite avec les fêtières, la CEPACI et puis comment on appelle, l'association des producteurs de régie, l'APSI. Et cette année, ils étaient là, mais vraiment avec des interventions très pertinentes, très intéressantes. On sent qu'ils commencent à comprendre. Le secteur ici intéresse. Et je suis sûre que la signature d'un accord avec l'association des banques ne va pas tarder. En tout cas, moi, j'y crois. Le ministre de la Communication l'a annoncé à la conférence d'ouverture. Et je pense qu'avant la 4e édition du SICA, c'est des choses qui vont être mises en place. Mais déjà, je pense qu'il y a certains producteurs qui le remarquent. Quand ils arrivent avec une production, ils peuvent pas, comme ils disent, ils peuvent pas financer le développement. C'est trop fragile, c'est sensible, on ne sait pas. C'est les dépôts de clients qui voilà. C'est quelque part, si vous avez, ils peuvent pas financer un film qui n'a pas encore soit peut-être l'intérêt d'un distributeur ou bien un contenu qui n'a pas l'intérêt d'un média. C'est tout à fait normal, c'est qui paye. Mais tout ça aussi, quelquefois, ça prend du temps. Donc, avec un mécanisme de garantie qui fait que le producteur peut développer et prendre le temps de tourner pour livrer,
Bon, je pense que c'est des choses qui vont assez rapidement se mettre en place. Ils commencent de plus en plus à comprendre le métier. Mais tout ça, je pense que l'idée, c'est de pouvoir arriver à ce que le Canada fait. Le Canada a, par exemple, le Fonds de soutien des médias, qui est une banque spécialisée pour les médias. Comme au Nigeria aussi. Voilà, c'est ça. La Bank of Industry, qui était une banque qui faisait que du pétrole. Mais ils avaient tellement de cash qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ont investi pour faire des études d'opportunité. Et ils ont compris que le secteur était en train d'exploser. Et c'était du temps du président Goodluck Jonathan, qui à un moment donné a vu l'intérêt de ce secteur. Et l'État a décidé d'éjecter à peu près 22 millions de dollars dans ce secteur et l'a logé dans cette banque-là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, forcément, quand vous poussez, c'est comme un furon, à un moment donné, forcément, ça va sortir. Ça va sortir, quoi. Ouais. Et il ne faut pas se décourager. Il faut être vivant et en bonne santé. C'est surtout ça le plus important. Soyons vivants, en bonne santé pour pouvoir profiter. Vous aussi, je vous souhaite d'être vivants et en bonne santé, de pouvoir profiter de mes épisodes de podcast avec mes excellents invités qui nous enrichissent avec des masterclass. Et bien sûr, on continue la conversation. On parle de producteurs audiovisuels. On a combien de producteurs audiovisuels ici en Côte d'Ivoire qui sont répertoriés, qui sont actifs? C'est vrai que, on va dire, beaucoup aussi se lèvent pour se lancer et tout, mais globalement, de ton œil d'experte, quand tu regardes avec tes 30 ans d'expérience à l'heure actuelle. J'ai parlé comme Ivoirien. Vrai, on est beaucoup. On est beaucoup, mais des vrais producteurs en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si j'en compte plus de 5. Quoi? Oui. C'est mon avis, je suis dur peut-être, oui. Des vrais producteurs. T'es dur? Non, je suis pas dur. Tu peux être producteur exécutif. C'est quoi un producteur exécutif déjà? Un producteur exécutif, je trouve l'argent, je te donne, tu sors mon programme, tu le fais, et puis tu me le livres. Un producteur délégué, tu réfléchis avec moi sur la stratégie pour comment on va mobiliser de l'argent et tout, comment on va rentabiliser et qui on peut prendre pour pouvoir exécuter, qui va devenir le producteur exécutif. Quelle stratégie marketing on met en avant? Est-ce que c'est le comédien ou l'animateur qui peut nous rapporter de l'argent qu'on met en avant en termes de communication et tout? Ça, c'est le producteur délégué. Le producteur, il a de l'argent. Il décide, OK, au lieu de que mon argent dorme à la banque, j'ai envie d'investir dans ce secteur-là qui m'intéresse. On vient me parler de long métrage et tout. Tiens, je te prends comme producteur délégué. Dis-moi, si j'investis 1 milliard aujourd'hui sur un long métrage, dans combien de temps tu peux me faire un retour? Avec combien de majoration? C'est pas un remboursement, mais c'est, je te donne 1 milliard, tu me fais un long métrage, tu le sors dans différentes salles et tu penses que je peux gagner combien? Aujourd'hui, on est tous au stade d'aller chercher... ou bien on a des productions qui nous plaisent, on va voir Canal, ou on va voir la RTI, ou on va voir NCI, sans chercher vraiment la tendance. Il y a des gens qui il y a des producteurs qui décident de faire des longs métrages sans rencontrer Nancy Majestic, sans rencontrer Pathé, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi la tendance et tout. Et puis après... quand ils veulent produire, c'est ce dont on parlait. C'est quoi le marché? Non, je veux produire pour Netflix. Non, Netflix, c'est pas un marché. Netflix, c'est pas un marché. Ouais. C'est pour ça, j'ai fait un panel l'année dernière. Donc, membre du comité scientifique, j'ai participé à un panel en tant que conférencière. J'expliquais, j'ai dit, il faut faire vos homework. Parce que c'était avec les anglophones qui me disaient, il faut faire vos devoirs. Faut régulièrement être en contact avec les médias, chez ceux qui sont chargés de production, fiction ou flux dans les médias, pour comprendre leurs besoins, pour comprendre la tendance. Il faut régulièrement aller rencontrer les distributeurs. Il faut être sur les marchés. Il faut se donner les moyens. Et ça, en s'organisant, les associations peuvent demander les moyens aux différents ministères. C'est du training, c'est de la formation. Pour aller faire des études, aller sur des marchés et tout. Ça, je pense que c'est des choses qui peuvent se donner. Moi, je le dis, je dis pas que je fais partie des meilleurs producteurs, mais le fait de m'être cassé la figure plusieurs fois, un producteur, c'est pas toujours 100% de succès. Forcément, tu as des accidents industriels. Mais l'avantage en production, même l'accident industriel, il faut que le contenu soit là. Même s'il fonctionne pas, mais il est là. Peut-être dans 20 ans, il va fonctionner. Voilà.
C'est comme une maison que tu as construite aujourd'hui, on ne la trouvait pas jolie et puis on dit à quelqu'un vient l'acheter parce que ça a pris de la valeur, et ainsi de suite. Donc, pour moi, aujourd'hui, on est tous dans un phénomène de mode. Je vais être très, très dur. On est tous dans un phénomène de mode. Les prestataires se sont transformés en producteurs. Les producteurs, les réalisateurs ont décidé et les comédiens ont décidé qu'ils veulent être producteurs parce que, soi-disant, ils ne sont pas payés à temps, ils ne sont pas bien payés. Mais tu as fini. Il faut que le producteur qui a des livrables à fournir puisse fournir ses livrables, être payé. Peut-être quelquefois 3-4 mois après, avant que lui ne puisse te solder. Mais automatiquement, il y en a qui mettent en danger certaines productions pour 25 000 francs d'acompte qu'ils n'ont pas reçu il y a 2 semaines. Alors que c'est eux qui vont être vus après à l'antenne, c'est eux qu'on va appeler pour aller sur d'autres productions, mais ils ne vont pas te rémunérer cela parce qu'ils ont été vus. Et le drame, c'est que, ils vilipendent les producteurs. Et ils arrivent. Après, ils sont étonnés d'être blacklistés ou bien de ne pas avoir du boulot. Parce que quand vous les vilipendez, vous ne pouvez plus faire marche arrière pour aller encore, comme on dit, blanchir leur nom. Voilà. Donc, c'est tout un écosystème à construire, toute la chaîne de valeur à construire pour qu'on décide que tel est producteur. Maintenant, ce que tu disais, on s'auto-désigne ici. On s'auto-désigne vraiment, on s'auto-proclame réalisateur. On s'auto-proclame... producteur encore, je dirais producteur exécutif. On s'autoproclame directeur de production, administrateur de production, alors que quelquefois, on n'en a pas fait les études. On n'a même pas l'expérience. Si tu n'as pas fait l'étude, ça veut dire que tu as au moins l'expérience ou l'expertise. Mais parce que on a suivi le grand frère sur 2 productions, automatiquement, on met en danger notre production en mettant ça dans sa bio pour dire, j'étais sur, excusez-moi, cacao, j'étais sur... marchand de rêve et tout. Donc, voilà, je peux devenir administrateur de production, directeur de production. Mais le problème, c'est que quand le producteur est engagé, il a du mal à faire demi-tour parce qu'il a commencé à faire la prépa avec toi. Il a vu qu'il y avait des faiblesses, mais il ne trouve pas encore le temps d'aller chercher et tout. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est pour le moment, c'est bien. Il y a du talent, il y a beaucoup d'émulation. Il y a beaucoup d'émulation, mais il faut structurer vraiment le secteur. Et la structuration, tout à l'heure, tu parlais... Dans ma présentation, tu parlais du projet FIMCA. J'ai approché le ministère de l'enseignement technique en disant au ministre, c'était à la 2e édition du SICA. Dès qu'il a fini son panel, j'ai dit, monsieur le ministre, vous êtes tellement pragmatique qu'il faudrait nous aider à sortir de l'autodésignation dans notre secteur d'activité. Automatiquement, il a été tellement pragmatique, il a appelé son assistant, prenez le numéro de la dame parce que je pense qu'elle est en train de parler d'une problématique qui peut être résolue au travers de l'école de la seconde chance. OK, tant mieux, on était sur un projet avec l'association Africadoc. J'étais sur un projet avec l'association Africadoc initialement que je voulais pour la RTI, mais ça ne pouvait pas être fait qu'avec la RTI. Donc, c'est Africadoc qui a endossé l'activité. Mais l'idée, c'est de former d'abord l'ingénierie de ce secteur. Oui, c'est important. Voilà, parce si vous n'avez pas une ingénierie, ils ne seront pas capables de transmettre les bonnes pratiques. Si tout le monde est ouvrier au même niveau, on va se passer les mauvaises pratiques. Et c'est ça qui est perdu dans notre système jusqu'à présent. Les petits des petits qui viennent prendre les défauts des grands et continuent de les transmettre. C'est dangereux. Et ça me fait penser à, excusez-moi le thème, l'histoire de celle qui est la plus jolie fille du quartier, qui a la petite maladie que, tout le monde va se passer, quoi. Et ça, il faut vite arrêter ça. Il faut vite arrêter ça, former les gens, les maintenir à un certain, et leur donner une certification. C'est-à-dire, à partir du moment où ils rentrent dans ce cadre de certification, genre quand on dit ISO 9 ou bien ainsi de suite, on a une certification qu'on peut qualifier, qui est délivrée par une autorité, le ministère de l'enseignement technique ou autre. À partir de ce moment, quand tu dis que tu es réalisateur et que tu es certifié ISO temps de l'enseignement technique, OK. On reconnaît que quand on vient, il y a cette compétence en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'elle soit certifiée. C'est ça. Et comme on dit, la certification doit se faire avec un jury rigoureux, professionnel, qui devrait même pas, je dirais, qui devrait être composé à 50% de compétences extérieures, qui viennent juste avec du jugement froid. C'est ça. Professionnel et qui s'appuie sur des standards internationaux. Mais localement, c'est bien, mais je crains qu'on ne soit on soit un peu léger, quoi. On soit un peu léger parce que nous-mêmes,
à notre niveau, au niveau de nos structures de formation et tout, on a besoin de renforcer les capacités qui sont là-bas, qui sont dans ces structures-là. Tu as parlé des jeunes, de formation. Aujourd'hui, le secteur de la production audiovisuelle, en termes de métier, j'avais une conversation, je crois, avec un professionnel donc, du secteur. On parle d'une centaine de métiers. Pour un tournage, on peut avoir une centaine de métiers, par exemple. On ne pourra pas tous les citer, mais pour les jeunes qui cherchent du travail, par exemple, qui veulent rentrer peut-être dans ce secteur, pourquoi pas, même du comptable, parce qu'on parle de production. Oui. Un producteur, l'administrateur de production. Voilà, la comptabilité, il faut gérer tous les comptes, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des formations ou des écoles spécifiques dans lesquelles les jeunes peuvent se former pour pouvoir prétendre intégrer un tournage, une production audiovisuelle ici en Côte d'Ivoire ou des télés, des médias? Je dirais les écoles aujourd'hui qui forment n'embrassent pas toute la palette. Il y a beaucoup de métiers dans la chaîne de valeur, mais c'est des familles de métiers. Vous avez tout ce qui concerne le cadre, la réalisation, c'est une famille. Tout ce qui concerne le son, le sound design, même la post-production en son, c'est une famille. Tout ce qui concerne la machinerie, tout ce qui est travelling, rhyme, tout ce qui concerne, c'est une famille avec l'électro. Les électroniciens qu'on forme et tous les électro-techniciens qu'on forme, même qu'on forme que la CIE forme, sont des gens qui devraient être utilisés sur les plateaux de tournage pour éviter le genre de drame qu'on a connu sur le tournage d'un clip d'un musicien, je crois, il y a 2 ans, là, d'un chanteur, il y a 2 ans. Tout ce qui est maquillage, costume, HMC, c'est une famille de métiers. Je discutais avec justement des jeunes par rapport au régisseur qui fait partie de tout ce qui est administration, qui est une famille. Donc, je vous cite, ça fait 6 familles, là. Administration de production, c'est-à-dire le directeur de production, l'administrateur de production, le chargé de production, le régisseur. Mais c'est une famille. On me dit non, pour faire de la régie, on n'a pas besoin d'avoir le bac. J'ai dit, vous faites rire. Il va travailler avec quel outil? C'est informatisé tout ça aujourd'hui. En plus, avec l'IA. L'IA aujourd'hui, pour faire le régisseur qui va en repérage, qui a identifié un décor ou qui a identifié un site de tournage, mais automatiquement, c'est ça l'avantage de l'IA. L'IA peut lui dire, à partir de sa base de tournage, est-ce que c'est judicieux de venir sur ce décor? Ou bien quelles sont les commodités qu'il peut avoir pour structurer ça? Mais quand vous finissez ça, c'est pas de venir faire le compte rendu dans la bouche et puis c'est fini, non. Il faut que vous puissiez rentrer ça dans un logiciel. Il y a différents logiciels de plan de travail qui vous permettent qui permettent de mettre tout le monde au même niveau d'information, qui permettent au cadreur de savoir, au réalisateur de savoir ce que vous avez repéré. Il voit au producteur, il calcule le chargé de production en termes de coûts, ce que ça va coûter et tout. Et même la durée des tournages et tout par rapport à ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un minimum de niveau à avoir. Il faut, j'expliquais, j'ai dit, il faut peut-être faire le système de Cagne ou Hippocagne comme ils le font en France. On te prépare à rentrer dans une grande école, soit de commerce ou de droit, ainsi de suite. Tu fais Cagne ou Hippocagne. C'est les 2 ans avant de rentrer dans ces grandes écoles après le bac. Mais tous ceux qui rentrent... le style de prépa, en fait. De prépa, voilà. Mais tous ceux qui ont eu le bac et qui sont rentrés dans ces écoles-là, mais avant de pouvoir être déversés dans un média ou sur une production, il faut avoir ce système de mise à niveau préparatoire qui fasse que, même s'il n'a pas eu de stage, mais au moins à travers peut-être les stages initiés dans ces formations préparatoires, il s'exerce pour être opérationnel. Je dirais pas encore son nom, mais j'ai une collègue à la RTI qui disait, on les voit traverser la route avec leur petite robe en pagne et puis du jour au lendemain, après-demain, elles sont en train de présenter le JT. Elle n'a rien contre les robes en pagne. Mais c'était par rapport aux fautes qui étaient faites et tout. Et c'était sur des petites chaînes concurrentes, on rigolait, quoi. J'ai dit, non, pour dire que ce tamis-là, la RTI l'avait avant, le studio école. Ce tamis est nécessaire. Et ce tamis doit permettre d'exercer. Parce que je regarde un jeune qui est sorti d'une école, on dirait il est sorti de l'ISTC, de l'INSAC ou bien de l'ESMA. Automatiquement, il vient, il est cadreur. Et sur une production, est-ce qu'il a appris à faire une balance?
Où il a appris ça? Quelle expérience il a eu pour se dire, dans telle situation, il faut que je puisse échanger avec le chef-op, échanger avec le directeur photo pour leur expliquer, pour leur faire mes propositions aussi. Ouais. Donc, pour dire que c'est bien, hein, on forme, ils sortent de l'école, mais on ne les prend pas pour les mettre directement sur les métiers. Parce que ça pardonne pas ces métiers-là. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas mort d'homme, mais ça passe directement à l'antenne et ça se voit. Ouais. Et donc, ça se voit sur la qualité de nos productions. Hein. Ça se voit, nos standards ne sont pas là. On pense, quand on regarde, nous, on est content, ah, mais c'est joli. Non, c'est pas que joli. Il faut que ça respecte une certaine grammaire. Ouais. Et donc, le professionnel qui regarde ça, c'est comme s'il entendait quelqu'un dire « je l'ai dit que ouais. ». C'est pas agréable. Ouais. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. On est encore au stade de « je l'ai dit que ». Donc, il y a encore beaucoup de formations à faire. Il y a beaucoup de renforcement des capacités. Les opportunités sont présentes. Les opportunités sont là. Pour les jeunes, oui. Mais il y a de la formation. Oui. Même en intégrant ces écoles, il faut apprendre d'abord avant C'est ça. Sinon, au niveau créativité, je t'assure... Oui, elle est là. Ah non, elle est là. Hein. Je regarde ces temps-ci, je suis devenue chasseuse de comment on appelle, de talent sur le digital. Mais c'est des choses, des petits créateurs de contenu que je regardais sans considérer. Mais de plus en plus, je me dis, tiens, il a compris le truc l'idée qui accroche. Ouais. Il suffit juste de le prendre, de l'encadrer un peu et il explose. Exactement. Pas qu'ici, hein. Déjà, sans encadrement, sans professionnalisme. Oui, même dans les écoles. Hein. Il arrive à faire 60 000 vues juste en postant une vidéo. C'est ça. Même dans les écoles. Oui. Et ça peut être des exercices de sortie, de fin de tout. On a vu à IBSA, par exemple, cette jeune fille. Mais cette jeune fille, elle est venue au SICA. Je l'ai invitée au SICA. Elle s'appelle Jemima, qu'on salue. Ouais. Salut Jemima. Je t'ai dit d'attendre un peu avant de signer. On est d'accord? Mais elle est venue, du coup, aujourd'hui, des gens veulent la présenter à Netflix. On veut la présenter à TV5. On veut la présenter chez NCI et tout. J'ai dit, c'est bien. Elle peut piloter une production. Faut pas juste lui mettre le star system dans la tête automatiquement. Ouais. Elle va aller à l'école, il est prévu. Elle va aller à l'école. Mais ses vacances, elle va travailler. Je les ai pris, je suis en train de Oui, je suis en train de les encadrer. Je leur ai dit tout ce qu'ils ont comme idée, qu'ils apportent l'idée. Et puis, quand ils ont leur période de vacances et tout, on se met là-dessus et on travaille. Ça leur fait leur stage, ils pourront présenter ça. Ouais. Mais pour le moment, il ne faut pas chercher à vouloir monétiser son talent. Elle est trop fraîche encore. Faut pas lui mettre ça comme habitude. Faut pas lui... C'est vrai, on cherche tous l'argent, on aime l'argent, mais il faut pas lui mettre ça comme habitude. Il faut que ce soit une valeur. Il faut qu'elle apprenne d'abord à apprécier le travail bien fait avant de se dire qu'il faut gagner de l'argent. Mais j'avertis les jeunes, on devient pas riche dans ce métier-là. On devient riche de ses connaissances, des gens qu'on connaît, des gens qu'on rencontre, des facilités qu'on a, mais il faut pas croire que tu vas être milliardaire, qu'on n'est pas encore aux États-Unis. Ça me rappelle ma sœur qui a dit à son fils qu'on n'était pas les sœurs Kardashian parce qu'il pense que, comme on nous voit à la télé partout, on est milliardaires. Comme on dit, il faut travailler dur. Ça prend du temps. On a parlé du SICA. Le SICA qui, d'une certaine manière, donc je reviens sur le terme, un salon international des contenus audiovisuels qui se fait à Abidjan maintenant, qui a été initié en Côte d'Ivoire, qui challenge aussi le MIP. On peut dire ça, hein, voilà, c'est à notre façon à nous. Discope, le MIP Africa, voilà. Le Discope n'existe plus justement parce que la Côte d'Ivoire devait recevoir le Discope et ça n'a pas fonctionné au Rwanda. Donc la Côte d'Ivoire a décidé de prendre, sous la houlette du ministère de la Communication, de prendre le lead et de créer le SICA. Ouais. Et aujourd'hui, donc, la Côte d'Ivoire est de plus en plus donc cette plateforme internationale, ce hub de la production et des contenus audiovisuels en Afrique, en tout cas l'ambitionne. Et on le sait, forcément, pour la prochaine édition du SICA, ça va être ascensionnel, là, et on le souhaite. On en est sûr. On le souhaite. Ouais. Tu représentes, en tant que productrice audiovisuelle, réalisatrice, tu représentes la Côte d'Ivoire donc à Cannes régulièrement, au FESPACO. Est-ce que tu penses que ces plateformes internationales ont compris le récit africain? Oui, en fait, c'est juste cette année que j'ai représenté, j'ai fait partie de la délégation, je suis chef de délégation pour représenter la Côte d'Ivoire au Festival de Cannes et surtout pour aller vendre le SICA. Donc, c'est à cette occasion d'ailleurs qu'on a pu faire venir le Red Sea Fund, les Saoudiens et tout, qui venaient découvrir la Côte d'Ivoire. Est-ce que le récit africain est compréhensible de ces plateformes? Je dirais, si je me base sur, comment ça s'appelle, Black Panther, et si je me base sur Woman King, le récit africain a un avantage. L'Afrique fait rêver. Oui.
l'Afrique fait rêver. Tous ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire rêvent de l'Afrique, bien entendu, en dehors de ce que les médias peuvent présenter comme crise, comme guerre et tout. Mais je veux dire, c'est des images refoulées. Aujourd'hui, l'Afrique fait rêver. L'Afrique fait rêver parce que c'est coloré. L'Afrique fait rêver parce que même quand on parle des crises en Afrique, elles sont moins dures que les crises qu'on constate en ce moment à travers le monde. Bien sûr. On n'a pas de bombes, nous, on n'a pas de bombes atomiques. Hein. Oui. Voilà, on va pas un jour soulever et puis peut-être c'est qu'ils vont venir. Voilà. Ouais. Nous, on prend pas les gens pour les mettre dans des fours crématoires, quoi. Ouais. Donc, je pense que l'Afrique fait rêver de par ce calme, cette joie de vivre, cette jeunesse, parce que plus de 50% de notre population a moins de 30 ans. Et ça, c'est une richesse. Je dis cette jeunesse-là, c'est une richesse, ça donne envie. Ouais. Donc, pour moi, forcément, nos récits doivent quelque part intéresser. Mais on nous fait pas encore confiance. On veut pas nous laisser raconter nos récits tels qu'on veut se faire voir. Mais c'est à nous d'être, comme je dis, c'est à nous d'être forts ici d'abord. Oui. Si on est fort, forcément, on constituera. Ça veut dire, il faudra forcément venir vers nous si tu veux conquérir nos marchés et nous présenter tel qu'on a envie de se présenter. Je parlais de ces jeunes que je regarde aujourd'hui sur le digital. Il y a moins d'un an, mais je les regardais avec beaucoup de, je dirais oui, en tant que professionnel. En tant que professionnel. Mais et aujourd'hui, je me retrouve en train de chercher à voir ce qu'ils ont mis de mieux. Quand ils prennent la parodie d'un chien et puis d'un chat, ou bien d'un lion qui vient pour caresser un autre animal dans le sens du poil et que l'animal, en bon ivoirien, dit moi, il parle pas d'être, c'est que là où tu peux crier, là, tu sais où tu peux crier. Mais et que il fait 60 000 vues avec un truc pareil. Oui. Ça veut dire que c'est d'abord notre façon de parler nous intéresse. C'est ça. Et puis la façon dont on perçoit les choses. Parce que, bon, le lion qui vient ce que le lion symbolise chez nous, c'est la force et tout ça. Le petit animal, il doit pas parler, c'est le respect du grand frère, le respect de l'aîné. C'est tous ces messages, moi, que je vois derrière. Et c'est ça, l'Afrique. Ouais. On a de belles histoires profondes et ça peut nous permettre, aux jeunes de découvrir leur identité, de découvrir les valeurs, de parler leur langue. Ce genre de choses. Il faut qu'on apprenne à être fort ici. Le regard des autres, c'est bien, ils vont nous apporter l'argent, mais l'argent se trouve d'abord ici. Et la consommation aussi locale se trouve ici parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de jeunes créateurs de contenu en ligne. Je salue Paul Yvetien, Technous, tous ces l'autre, il s'appelle comment? J'ai vu un truc XLV ou je sais pas quoi. La Voix. Voilà. Et puis, voilà. Tous ces créateurs de contenu qui sont complexes, racontent. La Gadjaï. On va retrouver le nom. Je regarde mon petit t'inquiète, la Gadjaï. On regarde, je le suis chaque semaine, je suis à terre. Je crois qu'il y a aussi Solo sur TikTok. Voilà. Et tout. Il y a plein de créateurs et je pense que ces gens, tous ces jeunes-là peuvent servir d'outils de sensibilisation parce que, bon, c'est bien, hein, il leur faut de l'argent pour produire. Malheureusement, c'est les pubs de Paris en ligne et tout que je vois. Mais ça peut être des bons outils de sensibilisation parce qu'ils sont très suivis. Et effectivement, ils accrochent. Quand tu prends le temps de les écouter, ils accrochent. Ils ont des choses à raconter. Et puis bon, je veux dire, dans nos pays, tous les jours, il y a une histoire à raconter. Et comment? Ça ne finit pas. Tous les jours, au quotidien, de quitter le matin à la maison pour aller au travail, revenir, aller à l'école, revenir et tout. Non, des histoires à raconter. C'est des histoires, mais simplement les résultats du bac. Celui donc que j'ai cité tout à l'heure, qui aime faire effectivement la voix là, il a fait 2 minutes de différentes réactions de résultats du bac. Mais j'ai partagé la vidéo à tous mes amis de ma génération. Au début, il y en a qui comprenaient. Mais Anna, c'est quoi ça là? J'ai dit, regarde sérieusement. Il y en a un qui a regardé, il était mort. J'ai trouvé une parodie de trucs de Miss Côte d'Ivoire. J'ai envoyé à Eric Bois. Eric Bois s'est filmé en vidéo en train de pleurer de rire. Tellement, il dit, mais qui fait ça? J'ai dit, ben, tu vois, c'est des jeunes talents qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est comment aujourd'hui on valorise ces talents. On leur donne de l'espoir, on les forme. On leur demande pas de passer de vouloir faire pour aller passer sur Netflix et tout le marché est là. Restez naturel. Essayons juste de les former pour qu'ils respectent la grand-mère de la production et ils vont exploser. La Jagaï. La Jagaï ou bien la Jagaï.
C'est ça. La Jagaï. Ah ouais. Non, ils sont graves, ces jeunes-là. Ils sont très graves. Moi, j'adore aussi. Ah ouais. La façon de parler. Ouais. Mais j'ai l'impression que la Jagaï, il faut arrêter de faire parler que les Baoulés, parce que leur accent là, tu peux mettre les BT et puis les Djoula dedans. Non, mais franchement, je pense qu'on n'a rien à envier à tout ce qui se fait à l'extérieur. Ouais. Les Coréens, les Japonais racontent sur leur histoire. Le manga fait partie de la culture populaire internationale et tout. Nous aussi, on a ça. Et je pense que de plus en plus, on est en train de, d'une certaine manière, coloniser aussi, grâce à notre culture, le monde entier. Oui. Beaucoup de créateurs de contenu internationaux viennent à cause du Nushi, à cause de notre joie de vivre, de nos créateurs de contenu. Ça. Mais je regarde aujourd'hui, je crois que c'est une petite amie à moi, une petite amie, non, c'est une amie plus jeune, Juan, qui est chinoise, née ici. Oui. Mais qui parle comme une Ivoirienne. Quand tu es tournée, si Joanne ne te dit pas qu'elle est... Oui, elle dit qu'elle est Ivoirienne. Voilà. Elle est née mais aujourd'hui, dès qu'elle est quelque part, sa dernière vidéo que j'ai vue, elle était au Canada. Mais pour aller trouver quelqu'un qui vend pain bro au Canada, un Libanais, Ivoirien, qui vend du pain brogette à Montréal. Ouais. Non, pour toi, tu es sûr qu'il y a Cancan dedans. Et puis, donc, tu vois les autres qui les regardent. Et il y a un qui vient leur demander, mais c'est de quel pays Et non, on est ivoirien. Avec la façon de parler ivoirien. Donc, ils ont expliqué à la personne qu'ils étaient ivoiriens ou c'était la Côte d'Ivoire et tout. J'ai dit, et la personne a apprécié. Ça veut dire qu'il y a des choses à découvrir ici. On l'a vu pendant la CAN. On a vu comme on est devenu le centre du monde. J'ai un ami sud-africain qui m'a appelé à 2h du matin parce qu'il y a quelqu'un qui venait de l'appeler de la Nouvelle-Zélande pour savoir où la Côte d'Ivoire se trouve. Parce que ce qu'il est en train de voir, ce qu'il entend et les échanges qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. C'est quel peuple, ça? Je dis, c'est ça. Et j'aime rêver quelquefois, j'aime rêver en me disant... C'est vrai, quand on nous a collé un pays frères et amis, on reste toujours des frères et amis, quelles que soient les crises. Les hommes passent, les institutions, les pays restent. Mais il y a un pays frères et amis qui nous a qualifiés d'immatures. J'ai rigolé, j'ai dit, mais justement, comment est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on ne peut pas formaliser comme on dit, formaliser cette immaturité-là dont on nous qualifie. Parce que quand les gens arrivent, l'Ivoirien, tu as mangé? Tu as fait ci? C'est-à-dire, on veut te faire tout découvrir, comme les enfants, quand tu rentres dans leur maison, ils veulent te faire voir tous leurs jouets, là. En une semaine, il y a une dame qui est venue en vacances. En une semaine, elle a dormi que 2 jours. Il faut qu'elle rentre parce que sinon, elle va tomber malade. Mais comment est-ce qu'on peut pas... On ne s'arrangerait pas pour que cette immaturité-là devienne un concept et que on reconnaisse l'Ivoirien par cette joie de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. L'Ivoirien, c'est un bosseur. Mais c'est comment est-ce qu'on peut transformer cette joie de vivre et l'intégrer à notre nation branding. Notre nation branding, c'est-à-dire Las Vegas s'affiche comme la capitale du jeu. Mais pourquoi est-ce que nous, on doit avoir des complexes de s'afficher comme la capitale du bien-être, de la joie, du jeu, du divertissement? Ça, on peut l'assumer. Exactement. On peut l'assumer et ça va nous rapporter de l'argent. Non, il y a des choses à faire pour capitaliser. Et surtout, dans la production audiovisuelle, et tous nos codes sociaux peuvent alimenter cette industrie, en fait. Et comment? C'est pour ça que, quelquefois, quand je réalise, je suis désolée de voir que on a écrit les scripts, mais avec du français soutenu. Je dis, mais le gars, même, ce qu'il est en train de dire, là, il comprend pas. Tu lui fais jouer un rôle avec des thèmes qu'il ne comprend même pas. Alors que, naturel. Voilà, il n'est pas naturel. Alors que, qu'est-ce qui a fait le succès des séries sénégalaises? C'est parce que les gens s'expriment en Wolof. Mais permets-lui de parler comme on se parle. Là. Mais on a vu le succès de, par exemple, Maquisard et tout. Vu le succès c'est ça. Fouteuse de trous. Voilà, c'est vrai que c'est très nouchi. Là, il faut un peu de sous-titrage. Voilà. Mais il y a eu du succès. On a vu également le succès des Invisibles. C'est ça. De se parler, de nous parler et tout. Il y a un film d'Oel Oel Brown que j'ai adoré, Braquage à l'ivoirienne, que j'ai adoré. Mais c'est cette façon d'être, de parler,
un club de vieux bras cassés qui vont faire un braquage. Et puis, il y en a un qui fait croire c'était Fortuné qui jouait le rôle. Si lui prend la Bible qui touche le mur va s'ouvrir. Et puis, on les attrape finalement. Mais c'était la façon de parler. Ivo, c'était... Et nous-mêmes, en nous exprimant, quelquefois, on met nos expressions là-dessus. Il y a des endroits pour avoir ce langage soutenu et tout. Mais je pense que ça peut être une façon de nous rassembler, de cette identité qu'on a là. Tu vois, on a notre façon à nous d'être et tout. Je pense que c'est sur ça qu'on devrait mettre l'accent. C'est même un vecteur de cohésion. C'est un vrai vecteur de cohésion. Quand on rit ensemble, on construit ensemble, il n'y a plus de raison de se faire la bagarre, quoi. Ouais. Tu es à l'initiative d'une série qui a très bien marché en Côte d'Ivoire, qui a été diffusée sur la RTI et plein d'autres chaînes comme TV5. Donc, la série de gags « On est où là ?» qui a très bien marché, qui aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas, mais découvrent sur YouTube aussi et tout. Je vois beaucoup de vidéos sur TikTok et tout. Et il y en a qui sont devenus des émoticônes. Oui, des émoticônes. Et puis, tu piles là où je mets ma main. Moi, j'ai devenu même une chanson, même, je crois. Et puis, un émoticône et tout, je vois ça maintenant. Tu piles et tout. C'est Anna Ballo, donc, qui a réalisé donc, la série On est où là, produite par toi et par Moussa Diomandé, son mari, son époux, avec Bogolan Distribution. Donc, ça date de quelle année? Et qu'est-ce qui vous a motivé à créer la série On est où là? Et il y a eu combien d'épisodes? On est où là date de 2006. On était parti sur quoi? 30 épisodes. Parce que on sortait des moments assez troubles depuis 2002, 2004 et tout. La crise et tout ça. Là. Et donc, les affaires ne fonctionnaient pas trop. Et bon, on ne tournait pas. Et on s'est dit, bon, écoutez, on va essayer de... En fait, j'avais plutôt... je m'étais rapproché des Zoré pour... Zoré Lassane de Biche. Zoré Lassane de Biche, qui était à Fratmat, qui avait des dessins humoristiques. Donc, je me suis rapproché des Zoré pour pouvoir acquérir les droits de reproduction de ces petits dessins-là pour en faire des cartes postales. Ouais, c'est là que ça a démarré. Et on a signé, on a avancé là-dessus. Dès que j'ai sorti les cartes postales, que j'ai commencé à les distribuer auprès des libraires et tout, les gens ont commencé à dupliquer, à photocopier. Donc, ils ont tué le business. Ils ont tué le business. Je n'avais pas compris l'impact de la piraterie. C'est là que j'ai compris l'impact de la piraterie. Ils ont tué le business en même temps. Donc, j'ai les droits sous la main. Et je vois avec Zoé, j'ai dit, OK, je veux puisque j'avais négocié les droits pour tout ça. Et donc, j'ai commencé, on a fait une vidéo, 2 vidéos, mais il fallait pouvoir les scénariser. Donc, c'est nous-mêmes, avec Moussa, on commençait à les scénariser et puis à tourner. Et puis, on voyait que ça plaisait. Et quand pour faire le premier casting, j'ai dit à ceux qui partaient faire le casting, j'ai dit, je ne veux pas de comédiens connus. Je veux que ce soit des situations qui paraissent tellement naturelles. J'ai un collègue, producteur et réalisateur, Cyril Kibaiko, mais qui m'a sorti un truc qui était un compliment pour moi. Le jour où il me dit, Anna, tu sais que je pensais que tu filmais les gens en situation live dans la rue et puis après tu leur prenais les droits. J'ai dit non. C'est pour ça que je voulais des têtes pas connues, des gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, qui peuvent reproduire ce genre de situation qui nous arrive au quotidien, là. Et ben, on est où là? Je pense que tu fais partie même de ceux aussi qui ont trouvé le nom avec Arlette, qui était la comptable. Oui, la comptable. Avec la comptable, on a aussi trouvé le nom de la série On est où là? La comptable de Bogolan Distribution, la maison de production audiovisuelle qui a produit On est où là? Donc, et c'est comme ça, effectivement, ben, ça, je dis, nous deux, on sait, on le raconte pour les autres. C'est comme ça qu'on a commencé à faire On est où là? On était sur les 30 premiers épisodes. Et à l'époque, on avait présenté ça à Move qui venait de s'installer. Oui, si. Tu te rappelles? Oui. Et Move on voulait voir comment faire télécharger. C'était innovant pour l'époque. Hein. Voilà, c'était innovant. J'avais proposé l'idée. Et puis, il fallait trouver le moyen de faire les téléchargements par SMS. Et tu as trouvé quelqu'un qui était en France. Oui. Qui a fait un modèle, qui nous avait envoyé un pilote. On lui a envoyé l'épisode. Le temps, il a compressé l'épisode, il a fait. Mais quand on calculait les coûts, c'était à 1000 francs. Avec des connexions de 256 kilobits à l'époque. Vraiment, on était fous quand même. C'était 1000 francs.
Il fallait payer 1000 francs pour pouvoir regarder 2 minutes de On est où là, Ouais. 1 minute et quelques de On est où là. Ouais. On dit, mais c'est pas possible, c'est pas du tout rentable, c'est pas gérable. Ouais, c'était trop Donc, tôt. on repart à zéro, il faut trouver la solution. Ouais. Donc, la solution, c'est que Move se met en sponsoring là-dessus au niveau de la télé, mais il faut faire un partage de recettes avec la RTI. Et donc, non, c'était avant 2006. Qu'est-ce que je raconte? On est où là? C'est 2002. Oui. On a diffusé de 2004. On a diffusé de 2004 à 2006. Et après, les accords avec la RTI, ça n'a pas été ça. Mais je crois qu'il y avait MTN qui était... Non, oui. MTN est venu après, non? Oui, La deuxième saison. C'est ça. Ouais. Je disais aux gens, c'est l'une des rares séries qui a été brandée 3 fois. Même il y a eu Orange. Ouais. Ah oui, il y a eu Orange. C'était pour avec la troisième saison. Oui, Ok, la d'accord. troisième saison, pour dire quoi, qu'on a changé à chaque fois. On a changé le générique à chaque fois. On a eu 3 opérateurs mobiles. 3 opérateurs mobiles. Parce que, effectivement, tout le monde se disait à ce moment-là que on allait pouvoir ils allaient pouvoir faire télécharger ça. Et avec MTN, on y était plus ou moins arrivé, puisque ils avaient vu au niveau de l'Afrique du Sud comment ça pourrait se faire, mais à aucun moment, bon, les infrastructures n'étaient pas encore prêtes. C'était trop tôt. C'était trop tôt. On était vraiment en avance. Ouais. Et bien, l'idée, c'était ça. C'était d'avoir cette série-là. Et on a finalement réussi à faire une série de 210 épisodes. Ouais. La RTI en a coproduit 40. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et ça a pu se vendre au-delà de la RTI. Oui, ça a pu se vendre au-delà de la RTI, de d'autres chaînes, sur des plateformes, des choses comme ça. Mais on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas trop en anglais. Ça ne fonctionnait pas trop en anglais. C'était vraiment dans les pays francophones. Oui. C'était... On a plus de proximité en termes de langage. Oui, au Niger, quand on m'a parlé de On est où là, j'ai dit, vous regardez? Ah oui, on regarde. J'ai dit, quoi? Et effectivement, j'ai eu... ah tiens, salut Lucas Varan. Hello Lucas Varan. Quand quelqu'un a publié une vidéo de quelques minutes de On est où là, et il dit ça c'est une masterclass. Ouais. Je dis, ah ouais. Non, ça a été vraiment l'émission, comment je vais dire, les capsules vidéo d'humour les plus appréciées et jusqu'à présent en fait. Et je crois que l'heure de programmation aussi y a joué parce que c'était diffusé juste avant le journal de 20h. À l'époque, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Donc tout le monde était focus. Voilà, tout le monde L'attention était focus. Voilà. En fait. Et en plus, le programme était bon, donc ça a vraiment distrait les gens, quoi. Quelles ont été les difficultés de tournage de ces 200 épisodes sur 3 ans, 4 ans? J'avoue que on n'a pas vraiment eu de grosses difficultés parce que c'était pas les mêmes comédiens qui revenaient. On changeait à chaque fois. Et puis, on s'arrangeait pour, dans un décor, essayer de faire un maximum de mise en boîte. J'avoue que ça a été une belle expérience, vraiment, parce qu'en plus, c'est une expérience pendant laquelle nous-mêmes, on rigolait. Il y a des moments où on était obligé d'arrêter le tournage parce que le cadreur ne tenait plus. Tellement lui-même, l'attitude, il rigolait, quoi. On est parti tourner une fois à Bobo. On a commencé le matin tranquillement, vers 9h, et puis vers 16h. Mais j'entends tu sais, quand il y a du bruit, de la foule qui arrive, mais tu ne sais pas d'où, tu as l'impression que c'est de l'eau et tout ça. Et à un moment donné, je vois les dames de la cour qui prennent leur bagage, tout, qui rentrent, on est obligé d'arrêter le tournage. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, madame, le monde qui est en train d'arriver. Ben, j'imaginais pas, quoi. J'ai dit, mais le monde, c'est pourquoi? Elle dit, non, ils vont venir dans la cour, à cause des comédiens, là. Et puis, effectivement, à un moment donné, je tente de sortir la tête. J'ai dit, donc, allez appeler le chauffeur du car qui nous conduisait et qu'ils aillent à la gendarmerie pour chercher, ou bien à la police pour chercher les gendarmes pour pouvoir nous extraire. Je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais c'était énorme comme foule. Bon, nous, on ne nous connaît pas, on est derrière la caméra, mais les comédiens, pour pouvoir sortir de là, il fallait qu'ils fassent des photos, il fallait qu'ils signent des... ils sont restés 2 heures de temps, il paraît, derrière, après nous. Le car les a pris, les policiers les ont escortés pour qu'ils puissent sortir de là. En fait, la série a lancé aussi de nombreux acteurs. Oui, il y a plein d'acteurs aujourd'hui qui travaillent dans des radios, sur des chaînes de télévision, parce que, on a permis vraiment de les faire découvrir, quoi. Je me rappelle, il y a un vieux qui était à Lakota, le vieux Mamadou Touré. Il me dit, mais je suis devenu un chef à Lakota. Que même quand le préfet le voit, le préfet s'arrête pour le saluer. Mais ce vieux, l'anecdote au casting, il était venu voir sa fille à Bobo. Et on disait qu'il y avait un casting. Il était à côté, il avait porté son petit boubou blanc. Et il regardait. Et à un moment donné, pour la fin, pour rigoler, il dit, lui-même, il va venir faire. Il va faire aussi, quoi. Et il est venu, on dit, bon, tournez-vous à gauche. Il dit, à gauche, je m'en vais. Et puis, donc, il prend sa main.
à droite, à gauche. Et puis, mes équipes me présentent les castings. Et puis, à la fin, non, madame, celui-là, c'est pas nécessaire. Ouais. Je dis, pourquoi c'est pas nécessaire? Ils disent, non, parce que bon, c'est pas un comédien. Je dis, mais c'est lui que je veux. T'as vu sa tête? Ouais. T'as vu la tête qu'il a? Mais c'est purement, on est où là, effectivement, quand on a tourné avec lui? Non, mais c'était marrant. Il a fait deux ou trois épisodes, mais je me rappelle d'un épisode où il va chez le médecin et le médecin lui donne des suppositoires sans lui expliquer. Ouais. Mais suppositoire à prendre et tout, il va acheter son suppositoire. C'était un peu pour parler de la lutte contre les médicaments achetés en bordure de route. Oui, Là, il va pas à la pharmacie. Et la dame lui dit de prendre un tous les matins et puis un tous les soirs. Donc, il va à la maison et donc il mange les suppositoires. Ouais. Et il vient une semaine après chez le médecin, il dit ça va pas du tout. Ouais. Le vieux dit, ah, mais comment ça, tu as mis toi? Il dit, oui, mais quand je mange quand je mets là, on dirait chewing-gum. Le vieux dit, mais tu as mis ça? Le médecin lui demande, tu as mis ça où? Il dit, mais aïe, j'ai mangé. Ouais. Mais le vieux, c'est pas pour manger, c'est pour mettre les là qu'on met. On est où là, quoi? Ouais. Non, c'est une belle expérience. Ouais. Et jusqu'à présent, ça marche. Hein. En fait, c'est devenu un classique. C'est un classique. Pour dire qu'on a créé la page Facebook de On est où là? On n'est plus là-dessus depuis 4 ou 5 ans. Mais les gens continuent de se passer des choses, de partager. Ça fonctionne toujours. Ouais. Ça fonctionne toujours. Ouais. Tu finis On est où là? Et l'expérience du privé en tant que productrice audiovisuelle, et tu intègres la RTI. C'est ça. Qui est un environnement différent. C'est ça. On est dans l'institutionnel, d'une certaine manière, et tout, en tant que directrice donc, de RTI Distribution. Comment on arrive à imposer ces idées novatrices? Parce que toi, tu penses hors du box, donc tu think out of the box et tout. Comment on arrive à imposer ces idées dans un environnement très formel comme la RTI? Et qu'est-ce que tu as apporté pendant ces années? Combien d'années déjà même tu as fait au sein de RTI Distribution? J'étais rentrée pour 3 ans au sein de RTI Distribution. En quelle année? En 2017. Okay. Fin 2017. J'étais rentrée pour 3 ans. Et finalement, j'ai fait 7 ans. Ah ouais. Finalement. J'ai fait 7 ans. Ouais. J'étais rentrée juste pour 3 ans et finalement, j'ai fait 7 ans. Quelles étaient tes priorités quand tu as démarré là-bas? Quand j'ai démarré, ma priorité, c'était déjà de pouvoir faire évoluer le catalogue. Quand j'arrivais, on était autour de 700 heures et tout. C'était de faire évoluer le catalogue en produisant ou en agrégeant, c'est-à-dire en identifiant des productions qu'on pourrait mettre dans le catalogue pour distribuer et surtout faire diffuser d'abord par nos chaînes et puis distribuer ensuite. Aussi bien localement que dans la sous-région. Hein. Et surtout, accroître aussi la collaboration avec les chaînes de télévision et puis permettre de vendre le signal de la RTI. Parce que ça aussi, c'est un business des chaînes. Quand vous voyez Canal, qui est un bouquet satellite, c'est parce que Canal a des deals avec des détenteurs de chaînes, des éditeurs. Donc, elle prend ces chaînes qu'elle met dans son bouquet, qu'elle commercialise et reverse une quote-part aux éditeurs de chaînes. Ce n'est même pas un service que Canal rend à qui que ce soit. C'est un business. Vous prenez ma chaîne, vous prenez mon contenu, parce que dans les contenus, sur les chaînes aussi, il y a des contenus qui n'appartiennent pas forcément soit à la RTI ou à NCI, qui appartiennent à des producteurs. À partir du moment où vous les faites voir ailleurs, il faut payer ces droits-là. Donc, tout ça est un modèle économique qui fonctionne assez bien. Le tout, c'était de distribuer la chaîne auprès de bouquets satellites, de distribuer le catalogue et de produire un volume horaire pour alimenter d'abord nos chaînes, qui étaient la première fenêtre de diffusion, et puis ensuite de pouvoir donner en seconde fenêtre de diffusion à des chaînes comme TV5, de pouvoir vendre ça à des chaînes comme TV5 ou NCI ou ailleurs, quoi. Et quel est le bilan que tu retiens de ces 7 années au sein de la grande dame RTI? Pour répondre déjà à la seconde question, comment est-ce que ça s'est passé? Mais je pense que c'était la communication. Fallait faire comprendre mon métier à des personnes qui connaissaient aussi leur métier, mais qui étaient qui étaient juste dans leur espace. Ils connaissaient le métier de la diffusion, mais les métiers de la production en tant que tel, surtout tel qu'on l'a fait et collaboré avec les producteurs indépendants, ils ne le connaissaient pas. Donc ça, je pense que je l'ai apporté. Et effectivement, être au sein d'une grande dame comme la RTI, ça a été une expérience très enrichissante pour moi. C'est vraiment... Parce que toi, je pense que tu es comme nous, hein? Le regard extérieur, en tout cas nous, la génération des millennials. C'est ça. Années 90, 80, qui avons grandi avec la RTI, les émissions de la RTI. Et puis après, bon,
avec nos critiques. Après voilà, on a beaucoup de critiques, surtout quand il y a Miss Côte d'Ivoire. Bon, bref, voilà. Et tout. Quand tu es rentré là-bas, qu'est-ce que tu as vu de différent? J'ai vu des gens engagés, des gens vraiment engagés, des professionnels engagés, mais qui, à un moment donné, je pense qu'on ne leur a pas donné cette chance de renforcer leur capacité de pouvoir suivre l'évolution de leur métier. Oui. C'est vraiment ça. Sinon, au sein de la RTI, il y a de vrais professionnels, des gens consciencieux. Je dis qu'il n'y ait pas de directeur général à la tête de la RTI, le journal sera fait. Ça, c'est dès que vous arrivez au moins ce niveau de conscience-là, on rigole parce qu'on dit, même s'ils ne viennent pas à 7 heures au travail, mais vous savez que le journal va passer à 13 heures. Oui. Vous savez qu'à 20 heures, le journal va passer. Oui. Les émissions qui sont prévues vont passer, sauf si ceux qui doivent les donner, si c'est des prestataires extérieurs, n'ont pas donné. Mais la programmation trouvera toujours le moyen de rattraper ça. Oui. Ça, j'ai rencontré des professionnels et puis des gens qui aiment leur maison. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai rigolé en disant qu'il y a les natifs de la RTI. Moi, je n'étais pas une native de la RTI. C'est quelquefois dans les dinosaures. Non, les natifs, je les appelle les natifs de la RTI. Ouais. Ils sont foncièrement de la RTI. Ouais. Il y en a qui sont rentrés parce que papa y était, ou grand-père, ou maman y était. Et depuis tout petit, par amour, ont voulu être là-bas. Ils ont fait des études pour ça. Ils ne sont pas allés chercher à travailler ailleurs. Ils sont venus à la RTI. Donc, il y a ces natifs de la RTI, il y a cet amour-là, qui fait que quelquefois, on a l'impression que c'est un cercle très fermé, qu'on ne peut pas y rentrer. Et quand je suis rentrée, à chaque fois que je commençais à travailler avec un partenaire ou un prestataire, j'ai dit, tu sais, à la RTI, c'est dur de rentrer. Mais quelquefois, c'est dur d'en sortir aussi. Parce que quelquefois, on t'oublie, tu es là. Et puis, pour nous, tant que ça nous soulage quelque part, tout nous vend du sommeil, c'est bon, on avance, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, ça a été, en tout cas pour moi, ça a été une très belle expérience. Et je pense qu'avec ceux avec qui aussi j'ai collaboré, ça a été bien parce que, bon, le jour de mon départ, on m'a fait comment on dit, une fête surprise à laquelle je ne m'attendais même pas. Un chic pot de départ. Voilà. Même ceux qui étaient partis de la RTI sont venus avec la complicité d'un informaticien avec qui je ne collabore même pas habituellement parce qu'on s'est dit c'est lui seul qui peut me bloquer pour rendre crédible la chose parce que j'avais demandé à reparamétrer certaines choses sur mon ordinateur. Mais c'est dire que c'est vrai, c'est une maison complexe. Oui. C'est une maison complexe parce que il y a à la fois l'impact du politique. Oui. C'est une télévision d'État. Non, c'est un média de service public. OK, média de service public. C'est ça qu'il faut, voilà. C'est un média de service public. Et le service public a ses exigences. Mais quelquefois, quand le politique comme on dit, vient chevaucher le service public, il faut vraiment faire preuve de subtilité, comme on dit, de subtilité pour pouvoir se sortir, se glisser et pouvoir effectivement faire le service public tel qu'il est exigé et satisfaire le politique parce que c'est quand même sa politique que tu mets en œuvre et que tu fais connaître dans le service public. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un exercice très On marche délicat. parfois sur des œufs. Ah oui, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il ne faut pas croire que parce que tu es un petit agent, parce que ton action peut se répercuter automatiquement sur la direction générale. Ouais. Ouais. Un petit oubli, mauvaise manipulation, une phrase. On l'a vu, hein, il y a eu des directeurs qui ont sauté. C'était même pas du fait que l'élément qui devait passer était l'élément de l'année dernière, mais ça a pu être rattrapé à 45 secondes près, mais c'était déjà fait. Ouais. C'était déjà fait. Comme on dit, s'il devait avoir mort d'homme, la personne était morte, quoi. Ouais. Donc, c'est dire que vous fonctionnez vraiment. C'est pour ça que quand les gens disent « Oui, mais pourquoi la RTI n'en a pas parlé depuis ?» Ils sont toujours en retard. Pourquoi ils sont en retard? La RTI ne peut pas se permettre de courir pour annoncer. Pourquoi il n'y a pas de breaking news, la RTI? Voilà. Le breaking news, là, il faut que tu aies eu l'autorisation de ta hiérarchie parce que tu dépends quand même du ministère de la Communication et bon, jusqu'à la présidence. Hein. Si tu n'as pas eu cette autorisation, mais à quel titre? Même si tu es le service public, même si tu es un journaliste et que tu as ton indépendance, mais tu es quand même sous l'autorité politique parce que tu ne sais pas comment cette nouvelle va être prise. À partir du moment où toi, tu l'annonces, elle devient crédible. Oui. Même si tout le monde a annoncé, mais à partir du moment où toi, tu l'annonces, elle est vérifiée, elle est crédibilisée. Donc, tu ne sais pas l'impact que cela va produire. C'est pour ça qu'il y a toutes ces précautions qui sont prises. Donc, quand je vois... C'est vrai, hein, quand j'étais hors de la RTI, ils sont toujours en retard. Mais quand les gens en parlaient, je dis, c'est pas grave. Ça va passer, ils vont passer à autre chose. Lucas Vara va publier un truc là. Ils vont oublier, ils vont passer à autre chose. Lucas Vara, ma grande, ça t'apprécie beaucoup. Ils
ils vont passer à autre chose. Ouais. Non, mais c'est une belle entreprise. En tout cas, je pense que c'est l'une des entreprises de la Côte d'Ivoire qui est appréciée, qui vend bien la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Et puis, c'est pas limité à Abidjan, c'est surtout l'intérieur du pays aussi. C'est ça. Voilà, on pense que c'est à Abidjan, mais l'intérieur du pays a besoin de ce média d'État. Oui, la concurrence, j'ai dit, nous, celui qui peut arriver à Cinéma Tchali, et puis que le gars de Cinéma Tchali ou le gars de Niofouin le regarde, c'est qu'on est concurrent. Ouais. Sinon, si c'est pour la concurrence à Abidjan et PM Sokro, là, ben, c'est pas la peine. Ouais. C'est pas la peine. Donc, la RTI touche tout ce monde-là. Et ça, c'est au niveau télévision, mais au niveau radio, la radio nationale, Fréquence 2. Ben, quand on regarde Fréquence 2, quoi qu'on dise, on est là, quoi. Ouais. On est bien positionné sur la place. Je dis encore, alors que bon, que ça fait tu as pris ta retraite déjà. Mais bon, c'est toujours la maison. C'est la maison. Voilà, et donc, je pense qu'il y a ce positionnement de la RTI là qui fait que on a toute l'audience nationale et l'audience internationale. Parce que moi, il y a un ancien DG de l'ORTM, de la télévision malienne, qui me disait j'aime bien votre journal de 23 heures. J'ai dit, à 23 heures, vous dormez. Il dit, non. Quand il finit de regarder, lui faire son travail là, suivre ses chaînes et tout, il vient voir ce qu'on a dit en Côte d'Ivoire. Et il y a une journaliste, je crois que c'est une journaliste du Niger ou du Burkina qui me disait, j'aime bien quand vous faites les tournées présidentielles. Je ne sais même pas d'où c'est sorti. Elle dit, j'aime bien quand vous diffusez les tournées présidentielles. J'ai dit, ah bon, vous appréciez notre président? Elle dit, non. En fait, non, c'est bien, je l'apprécie, mais ce que j'aime, c'est qu'on découvre vos villes de l'intérieur. OK. Je n'avais pas pensé. Ouais. J'ai failli dire, tiens, il faut que je rapporte ça à la direction générale parce que c'est une forme de communication aussi. Il faut dire son ministère, effectivement, les tournées, on pense que c'est des tournées politiques, mais finalement, comme les gens font un peu la présentation de la région et tout, les autres le perçoivent comme, c'est-à-dire, ils découvrent la Côte d'Ivoire profonde. J'ai dit, ah ouais, ça c'est... Et pour dire, c'est vrai qu'on est suivi. On est vraiment bien suivi et comme je dis, c'est l'une des... Je pense que c'est, après les entreprises de café, cacao, peut-être, c'est l'une des plus belles entreprises qui vend bien la Côte d'Ivoire. Là, prenez vos points. Ouais, ça, on dira, c'est normal qu'elle parle comme ça. Mais non, c'est l'une des belles. En tout cas, moi, je l'ai ressenti en tant que RTI Distribution. Chaque fois que j'étais sur un marché, la Côte d'Ivoire, la RTI, ou bien chaque fois que je me présentais, RTI, RTI, OK. Dès que les gens me... Anna, RTI... Donc, je me suis dit, waouh, il y a... C'est une institution quoi. Et respectée, respectable. Respectée, respectable. Ouais. Et qui a laissé une empreinte forte sur toi et tout ça. Oui, ça, je peux le dire parce que En fait, est-ce que vous savez que je devais... non, vous, Edith, je parle au public, hein, parce qu'elle, je la tutoie. Je devais travailler à la RTI, mais j'ai refusé quand je suis sortie du CERCOM. OK. Le CERCOM qui est? Le Centre d'études et de recherche en communication, qui est là-bas. C'est là-bas que j'ai fait ma formation. À l'université de Cocody. À l'université de Cocody. Et donc, j'ai appris le cadre là-bas et tout par rapport à la réalisation. Paix à son âme, c'est Idriss Diabaté qui était un de mes enseignants. Et donc, je devais faire mon stage à la RTI. Je suis venue. Finaliser mon mémoire à la RTI. Donc, je suis venue, on m'a mis sur une émission qui s'appelait Chronique de la Cité, que Lika Guirandou animait. Et Lika venait de se marier, elle tombait enceinte. Et on me met devant la caméra. Je dis, non, moi, je suis pas animatrice, je suis réalisatrice. Réalisatrice, non. Et ça, j'ai apprécié parce que c'était l'ancienne école. Réalisatrice, tu n'es pas encore réalisatrice, tu n'as rien réalisé, donc tu ne peux pas te désigner. Et c'est ce que j'ai appris. Non. Mais comme il n'y a pas d'animatrice pour le moment, tu te mets là. Et c'est comme ça que j'ai fait de l'animation pendant 1 an, Chronique de la Cité. Mais je suis retournée à mes vieilles amours. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir aller faire mon stage et une immersion dans l'entreprise interne de production du groupe Havas en France. Donc, je suis allée et puis je suis revenue. Donc, j'ai collaboré un peu avec RTI Publicité. À l'époque, ça s'appelait. Ça s'appelait le BIP, le Bureau ivoirien de la publicité. Et après, c'est devenu RTI Publicité. Après mon mémoire, j'étais censée venir à la RTI. En quelle année tu étais censée venir à la RTI? J'étais censée venir à la RTI dans les années 93. OK, d'accord. Et donc, je viens, la première émission sur laquelle je bosse, c'est Afrique Étoile. C'est Massi Domingo et Yves Zobo Junior qui animaient. Mais j'ai rien vu dans les 2 premières émissions parce qu'on m'a envoyé chercher du coca, du shawarma à chaque fois.
Ou bien après, à la fin, je roulais les câbles. Je pensais que j'allais avoir la chance de rentrer dans le cadre de régie pour pouvoir... Rien. C'est la formation aussi. Rien, voilà. Non, mais à l'époque, non, tu n'arrives pas. Même si tu as un bac plus 5, bac plus 10, PhD en production, ben, tu viens, tu vas faire tout le boulot du machiniste. Là, tu vas ramasser les câbles en même temps que tout le monde, en fin de tournage et tout. Hein. Et donc, ça m'a formé. Ça m'a formé. C'est vrai que je n'ai pas voulu rentrer, mais en tout cas, j'ai eu ma base de formation à la RTI avec M. Kofi Yobwe, Père Sonam Zinta, qui était un très grand réalisateur télé, et tout, quoi. Tout ce monde, Ungwa, pour le son, le Steve. Et finalement, ça t'a rattrapé. C'est-à-dire ce qui devait être fait dans les années 90. C'est ça, exactement. T'a rattrapé dans les années 2020, exactement. Finalement. Et comment je suis rentrée? En fait, c'est doucement que je suis rentrée parce que hors de la RTI, j'avais déjà produit essentiellement Femmes, qui était l'un des tout premiers magazines de femmes dans les années en 2016-2017, qui dévançait déjà tout ce qui se fait comme magazine de femmes sur les autres chaînes. Là. Essentiellement Femmes, c'était des femmes qui recevaient un homme pour parler des problématiques de femmes. C'est ça. Et à la fin, on lui faisait faire une tâche de femme, coudre un bouton sur un habit. Je sais que le ministre a mis ça, s'est prêté au jeu. Didier à côté a fait du repassage, Claude Issiard a changé une couche, des choses comme ça. Donc, mais c'était déjà aborder les problématiques de femmes dans ce genre d'émissions féminines, là, quoi. Et puis, à côté de ça, après, on a fait 100% femmes. Et puis bon, c'est comme ça, après, je suis rentrée à la RTI. La production audiovisuelle, c'est ta passion. Est-ce que ça a toujours été ta passion, toi, en tant que Anna, petite fille? Qui était Anna, petite fille, à 10 ans? Si je m'en souviens encore, ça fait tellement longtemps. Mais je dirais, en fait, j'étais une petite fille, du souvenir que j'ai, hein. J'étais une petite fille beaucoup enfermée, en fait. Ah, ok. Ouais, on me voit comme ça, mais bon, je suis au fond un peu timide. Ouais, j'ai pas l'air, oui. J'étais une petite fille renfermée, mais j'ai eu de la chance de faire du sport très tôt. Ok. À quel âge comme ça? J'ai commencé le handball à l'âge de 7-8 ans. Ah. Oui, et j'ai été repérée par le lycée de jeunes filles à Boaké. Et à 10 ans, je rentre au lycée de jeunes filles en tant qu'handballeuse. Je suis rentrée au lycée de jeunes filles à Boaké en 76. Ok. Donc, je rentre en tant que handballeuse. Grâce au handball, je rentre au lycée jeunes filles à Boaké. Je suis automatiquement intégrée en 76-77 dans l'équipe de handball junior, équipe nationale junior. J'avais 13-14 ans. Et puis après, en équipe nationale. Je rentre en équipe nationale. Et bon, c'est comme ça. À côté, j'étais dans le système sport-études. À l'époque, on nous payait 30 000 francs par mois. Ah, on vous paye. Jacob Bleu aussi, il est passé dans cet épisode, le peintre. Ils avaient des bourses de 30 000 francs aussi par mois en tant qu'étudiant. Oui. C'était une belle époque, hein? Oui, on payait chaque mois. Oui, on nous payait chaque mois. Nous, on nous payait parce que, en fait, on était pratiquement pupille de la nation parce qu'on jouait dans l'équipe nationale. Moi, j'avais pratiquement pas de vacances. C'est bien après que, quand vous êtes arrivé, vous m'avez vu. Sinon, moi, j'avais pas de vacances. Les gens nous disaient, vous voyagez, mais quand tu voyages un mois, tu vas en France et que tu es en stage pendant 3 semaines à l'INSEP en France et tout. Bon, l'INSEP, c'est quoi? L'Institut de sport de Paris. Mais bon, tu n'es pas vraiment en vacances, quoi. Ou bien, vous commencez à l'INJS ici, 1 mois, et puis après, vous allez en compétition amicale internationale, ou bien vous allez en compétition internationale. Bon, c'est pas vraiment des vacances. Après, quand tu rentres, tu es dans un système sport-études. Au lycée Jeunes Filles, par exemple, on avait nos réfectoires à part, notre internat à part, parce qu'au réfectoire, chaque mercredi, par exemple, on avait des vitamines sur la table. Chaque mois, on avait contrôle médical. Pour vous dire que c'était tellement rigoureux. On suivait tes périodes de menstrues, on te suivait médicalement, voir à quelle période, par exemple, tes périodes de menstrues tombent, si ça tombe sur un match important, comment est-ce que l'équipe s'arrange et tout. Et puis bon, si t'as pas une grossesse cachée, des trucs comme ça, parce qu'ils veulent pas d'accident. Donc tout ça, c'était surveillé. On prenait ton poids, on te pesait à chaque fois pour savoir si tu étais maintenu au même niveau, pour garder le même poste. Et puis, ben voilà, j'avais vraiment pas de vacances jusqu'en 3e. Hein. Moi, c'était vraiment, je venais... C'était les petits moments, les 15 jours de vacances que j'avais, c'était de la folie, quoi. Il fallait en profiter au maximum. Mais sinon, je pense que c'est le sport. Le sport m'a beaucoup aidé. Le handball m'a aidé, le sport m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup voyagé très tôt. J'ai rencontré d'autres personnes.
J'ai visité pas mal de pays très jeune, donc ça fait que bon... Ça t'a ouvert déjà l'esprit, en fait. J'avais l'esprit déjà ouvert, quoi. Même en arrivant à l'université, j'avais déjà pas mal voyagé, quoi. Tu es né où? Moi, je suis née à Daloa. Ok. Je suis née à Daloa et ma maman, elle est bêtée comme toi. Ouais. Pour information, on a la même mère. Biaï Mangbet Touré Monique. Madame Brou. Madame Brou. Et Anna Ballo, c'est ma grande sœur, c'est la sœur aînée de notre famille. On est 5 filles, non? Oui. 5 filles. Ouais, et 5 puis un filles. garçon. Ouais. Donc, voilà, je suis née à Daloa. C'est vous qui êtes née à Abidjan. Sinon, moi, C'est nous, on est nés à Abidjan. Et comment tu as vécu ton enfance jusqu'à l'adolescence, rentrer à l'université? Ça a été une période heureuse pour toi ou J'avoue que j'ai vécu une belle période, en tout cas, de mon enfance jusqu'à l'université. Ça a été une belle période pour moi. Mais une période où j'étais en rébellion. Contre qui? Contre moi-même, contre la société. À la fac, il y a pas mal de gens qui me connaissaient à la fac, qui quand ils me voient aujourd'hui habillée en madame, machin, ils rigolent parce que je me rappelle qu'à la fac... Tu étais un garçon manqué? J'étais au bâtiment B. D'abord, je faisais du judo. Ouais. Elle a une médaille, médaille d'or aussi. Je suis ceinture marron de judo. Et puis bon... je traversais toute la fac, j'étais dans les bâtiments du fond, le bâtiment B au fond. Je traversais toute la fac pour aller à l'école normale supérieure en kimono. Et j'avais une coiffure iroquois avec la crête toute rouge. Comme ça, là? Oui, juste pour montrer que... rasé, tout ça. Voilà. Ah ouais. En fait, j'étais en rébellion contre le système, parce que quand j'ai eu mon bac, en fait, j'étais orientée en droit. Puis je suis allée... la première année de droit, mais j'ai une amie avocat, maintenant j'ai une amie magistrate, pardon, mon ami avocat est décédé. Je pense que tu as dû la connaître, Marie-Paul. Oui. Voilà. Celle qui est là maintenant, Irène, mon amie magistrate, je lui ai expliqué, j'ai dit, tu sais pourquoi je n'ai pas réussi en droit? Je suis indisciplinée. En fait, ça m'énervait que je rentre dans une règle, que j'apprenne ça. Et d'apprendre, faire le boileau. Voilà, de faire le boileau et puis revenir. Je trouvais qu'il n'y avait rien d'intelligent dans cela, quoi. Ouais. À la rigueur, bon, peut-être avocat encore, mais bon, même tout ça, ça m'intéressait. Tu es une artiste à la base. Voilà, je suis artiste à la base. Ouais. Donc, ma mère, découragée de moi... Biaï Mangbet Touré Monique, qui était bibliothécaire à l'ENS, va m'inscrire à l'ENS de force. Ah ouais, ça... Je fais 1 mois, j'y vais pas, on m'appelle, j'y vais quand même. Mais quand même, je sors major, ENS et tout, je fais mon École normale supérieure. Quand je vois aujourd'hui comment c'est compliqué de rentrer. Mais c'était l'élite, quoi, qui était là-bas. Ouais. Je sors de l'école. Mais avant de quitter l'école normale supérieure, parallèlement à ça, je suis allée pour faire ma licence en communication au CERCOM. Et puis soutenir pour faire comment on appelle, mon mémoire. Et donc, j'étais censée enseigner au lycée de Cocody. Il y a des jours où j'y allais, il y a des jours où j'y allais pas. Pardonner, j'ai pas pris l'argent de toutes les façons. Parce que je voulais faire autre chose. Mais je voulais faire des études de cinéma, de production. Je voulais être dans la production. Et comme je le rappelle, la première fois, j'ai demandé à papa aux 2 plateaux un appareil photo. J'ai dit, s'il vient, parce que j'étais à Boaké à 9 ans, je dis, s'il vient à Boaké, qu'il m'envoie un appareil photo. Je veux un appareil photo. Et ça me plaisait de photographier la nature, de photographier les gens. J'aimais bien. Ça t'est venu comme ça de vouloir photographier? Il y a eu un déclic? Non, j'aimais lire. Okay. J'aimais lire. Et donc, toutes ces images dans la tête et tout, j'avais envie de poser ça sur quelque chose, quoi. Ouais. Et je me rappelle quand on allait au village, j'étais celle qui montait la troupe de théâtre pour diriger les gens, pour faire du théâtre, quoi. Ouais. Et bon, je jouais en plus dans l'équipe des garçons au football et tout ça. Donc, ça fait que, bon, tout ça a fait qu'il y a eu une enfance heureuse. Et donc, Monique m'inscrit à l'ENS. Et donc, parallèlement à ça, je fais mes études de communication et je finis. Et donc, elle veut que j'aille enseigner. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais tu vas laisser l'argent là comme... Ça m'intéresse. C'est le moment, ça. Quoi? Elle ne me parlait plus. J'ai dit, c'est pas grave. Je commence à bosser et tout. Et je bosse pour une entreprise qui vendait des feuilletons brésiliens. OK.
et qui me prend comme directrice commerciale. Mais en fait, Ça, c'est en quelle année? C'est dans les années 94, 95. Donc, qui a habillé ça, en fait, parce que il fallait aller chercher le programme à Paris, le monter en épisodes de 26 minutes et venir le distribuer dans les différentes chaînes de télévision africaines. Donc, Donna Beja, tout ça, c'est moi qui ai fait entrer ça ici. Ouais. Et donc, il fallait trouver un annonceur qui prenait parce que les télés ne pouvaient pas acheter. Donc, c'était un peu ça. Je me rappelle à l'époque, pour la jeunesse, c'était trop sympa. Ouais. Du lundi au mercredi, je suis à Paris. Je reviens le jeudi. Je fais vendredi, samedi la fête ici. Lundi, mardi, mercredi, je suis dans les différents pays. C'était des grosses cassettes humatiques qu'on partait bousiller. Ce n'était pas déposé sur un FTP. Non, non, non. Donc, je fais la tournée. À l'époque, c'était Air Afrique. Oui. Donc, je quitte Abidjan à 7 h du matin. J'arrive à Bamako. Je vois la chaîne de télévision. J'ai ma séance de travail avec le directeur et tout. Je donne mon programme. Après, immédiatement, je prends Air Afrique à 14 h. Je vais à Niamey. Je finis ma séance. Je dors. Le lendemain, je prends Air Afrique. Je me retrouve au Burkina. Quand je finis, après, je rentre à Abidjan. Ah, je suis bien. Déjà, si jeune, en voyageant avec Air Afrique dans tous les pays, là. Oui, ah ouais? Oui. Mais c'est que ça m'a tellement donné le goût du voyage que je suis allée pour la première fois en Afrique du Sud en 93. Ouais. Et ça m'amusait parce que c'est Tanti Fatou Sila, qui est une jeune fille de 93 ans que j'adore, si elle entend ça. Ouais. Elle est encore active, hein? Elle a monté son école de paysagiste et tout. Ouais. Et donc, elle me dit, tu sais, moi, ce que je fais, chaque année, pour mes vacances, je prends le globe. Quand j'ai bien travaillé, c'est ça. Je prends le globe et puis je ferme les yeux et puis je pose là. Mais là où ça se pose, c'est là-bas que je vais. Je dis, même quand ça va en Australie ou en Chine, je dis oui, c'est comme ça que je vais visiter plusieurs pays. Ouais. Et donc, moi, j'ai fait le même exercice et tombé sur le Cap. Je suis allée à Johannesburg parce que je voulais découvrir. Et ça faisait juste 1 an que Mandela venait d'être libéré et tout ça. Mais c'était une belle époque. C'était une belle époque, mais tu ressentais vraiment les effets de l'apartheid, même psychologiquement. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le Johannesburg d'aujourd'hui. Ouais. Les bons fruits, ils ont passé ce cap-là. Ouais. Et depuis, j'ai eu l'amour de ce pays-là. Ça fait que, bon, j'y vais chaque année, j'y suis au moins 1 ou 2 fois. Quoi. Ouais. Mais très tôt, j'ai eu ce déclic et puis cette envie de voyager, de faire des films aussi et tout, de découvrir. Quoi. Et ça continue jusqu'à présent. Et puis, je rappelle, c'est grâce à ma grande sœur que nous, mon frère et moi, nous avons voyagé pour la première fois en 1997 pour aller en France, à Paris. Je pleurais à l'aéroport comme ça. On est parti tout seul en plus. Oui, tout seul. On avait 13 ans. Oui. On avait 13 ans. Les amis accompagnés et tout. Enfants non accompagnés. Est-ce qu'ils pourront voyager seuls? J'ai dit, ils vont partir, on va les attendre à l'aéroport là-bas. Et puis, effectivement, ils ont passé de belles vacances, ils sont revenus. Ouais, merci beaucoup. Je me rappelle, mais vous étiez très généreux parce que quand vous êtes revenus, vous avez ramené des cadeaux pour tout le quartier, au jardin, à la Riviera, là. Et je me rappelle plus de ça. On a ramené des cadeaux. Oui, et puis tu te rappelles pas, votre amie, je sais pas si c'est Paula ou quoi, qui disait que non, elle, c'est pas ce sac-là qu'elle veut. C'est déjà si généreux. Ouais. En tout cas, merci infiniment. Je pense que toute la jeune génération dans le domaine de la production audiovisuelle du cinéma a énormément à apprendre avec toi. Au-delà de ton expérience, de toutes ces années d'expérience, de ton bagage intellectuel et de ton professionnalisme. Et ce n'est pas étonnant que tu sois dans le comité d'organisation du SICA, le comité scientifique du SICA. Et en plus, tu as ton agence aussi. Tu prépares des choses, ça va arriver. Tu prépares des choses. Au roulement de tambour, soyez prêts. En tout cas, on a hâte de vivre la prochaine édition du SICA en novembre 2026. Et tout, ça sera une très, très grande édition. On espère. Parce que là où on a mis la barre pour la 3e édition, monsieur le commissaire, monsieur le ministre, vous entendez, non? On nous attend. On nous attend. Donc là où on a mis la barre, il faut qu'on soit encore 2 fois plus au-dessus. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes ces personnes qui se passionnent pour la production audiovisuelle, ou bien qui sont déjà dedans, qui travaillent? Est-ce que tu as un mot pour elles? Oui, j'aime. En fait, c'est pas un mot, hein, c'est beaucoup de mots, mais simplement ce que je dirais, c'est que on prenne, on essaie de trouver les voies et moyens de vivre de ce métier. Oui. Que nos organisations, les associations, les organisations professionnelles
commence à s'intéresser à des problématiques qui vont construire le secteur. Oui. C'est bien d'être en train de régler des problématiques immédiates, mais il faut être dans la construction. Faut se projeter. C'est comme ça, il faut se projeter. Quand on dirige, quand on a quelque chose sous la main, quand on dirige ce type d'organisation, il faut se projeter dans 20 ans, dans 25 ans. Il faut penser à ceux qui vont venir derrière nous, qu'est-ce qu'on va leur laisser. Oui. Et c'est ma façon de fonctionner. Et je dirais à tous ceux qui s'intéressent au secteur, et même aux parents, il ne faut pas décourager vos enfants. Il faut les encourager. C'est vrai que vous avez besoin, vous sentez que c'est un secteur, comment on dit ça, qui n'est peut-être pas rentable et pas rassurant. Oui. Mais c'était le cas il y a 10-15 ans pour le football, pour le sport. Donc, imaginez, si vous le découragez, que c'est bien, il va aller faire un autre métier, il va gagner sa vie, mais il ne sera pas heureux. Donc, peut-être encouragez-le, accompagnez-le, surtout quand ils sont jeunes, le temps que le secteur, le temps qu'il soit mûr et qu'il ait suffisamment d'expérience pour pouvoir vivre vraiment de sa passion, quoi. Il n'y a rien de tel que de pouvoir travailler dans ce qu'on aime. Ouais. Quelles que soient les difficultés, on les surmonte. Il n'y a vraiment rien de tel et c'est le conseil que je peux donner, que ce soit pour ce secteur ou pour tout autre, les parents, les jeunes qui veulent faire... même si votre enfant vient vous voir, qui veut être musicien, accompagnez-le. Ouais. Accompagnez-le, comprenez-le, ne cherchez pas juste à ce qu'il puisse gagner sa vie parce que vous, ça va vous décharger. Non, c'est pas se décharger d'un enfant. À un moment donné, surtout à partir de 19, 20 ans, ils savent comment se débrouiller pour avancer. Ouais. Donc, accompagnez-les dans leur passion, aidez-les à se construire en tant qu'adultes. Et j'encourage, moi, je suis prête à recevoir tous les jeunes. La preuve, je le fais aujourd'hui pour Jemima, pour un certain nombre. Ouais. Je suis prête à mentorer, je suis prête à accompagner quand je sens qu'il y a de la passion. Ce que je déteste, c'est qu'on pense pour venir s'enrichir dans le secteur. Ça, j'aime pas. Ouais. Je pense que c'est bien d'avoir l'argent, mais la valeur, c'est pas l'argent. Ouais. La valeur, c'est la compétence. C'est ce qu'on représente soi-même, c'est la confiance qu'on se fait. C'est ça qu'il faut savoir mettre en valeur d'abord. Très bien. Voilà, en tout cas, j'ai aimé être ici. C'était marrant parce que je voulais faire une interview inversée. J'ai dit, écoute, on va faire comme La Voix le fait, la XVL. Là. Je prends ta voix, je mets sur ma voix, je prends juste pour rigoler, mais bon. C'est mal me connaître. C'est moi qui pose des questions. Et je t'ai cuisiné. Non, j'ai bien aimé. Et puis j'aime ton... Qu'est-ce que tu penses du décor et tout? Trop sympa. Ouais. Trop, ça fait un peu... Il manque juste, je bois pas comme ça, hein, il manque juste quelques petites bouteilles... ça fait très intime. On s'oublie des fois. On s'oublie, on est dans un cocon, la lumière est tamisée. Non, j'aime bien. La première fois que j'ai vu tes premiers podcasts, j'ai dit, à quoi elle joue encore celle-là? Et puis, non, juste pour finir l'anecdote, parce que ça, je ne peux pas te louper, là. Tu m'as fouillé, je vais montrer aussi. Edith, quand elle commence, elle est sur son blog. Tac, tac. Et puis, elle est au travail. Et mon mari et moi, on se regarde. Puis j'ai travaillé pour eux. Voilà. Donc, j'ai dit, mais on vient, on se met au-dessus de l'escalier, puis on la regarde en bas, là, assise sur son bureau. J'ai dit, mais elle ne travaille pas. Hein? Elle vient au travail, elle fait genre. Oui, elle ne travaille pas. Et non, elle était sur Facebook, mais en plus, elle était sur un blog. C'est quoi un blog à l'époque? Elle tape ses mains. J'ai dit ça, elle doit être en train d'écrire au gars ou un truc comme ça. Donc, quand elle s'élève un peu, on cache, on vient regarder, on ne comprend rien à ce qu'elle fait. Il était pas au courant, hein? Si. On regardait. Donc, jusqu'au jour où elle dit qu'elle s'en va. Qu'elle s'en va. Oui, j'ai démissionné. Elle s'en va faire ça. Oui, elle veut aller. Elle a son blog. Elle veut. Je vais me concentrer sur mon voilà, sur son Akendewa, voilà. JP. Elle veut se concentrer sur Akendewa, sur son blog. On vit avec ça, là. Tous les samedis, ils sont au village ou je ne sais pas quoi. Avec Syriac beaucoup. Voilà. Et puis, paf, on voit le truc, comme on dit, bing. Je dis, tiens, elle avait 10 ans d'avance. Non, c'est bien. C'est bien, c'est pour ça que j'encourage les parents. Je dis, quand votre enfant a une passion, il faut l'encourager. Il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas juste comprendre pour vous dans l'immédiat. Il faut se dire, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que sera le métier? Ouais. C'est comme les parents qui forcent aujourd'hui les enfants à faire des métiers qui seront dépassés dans 5 ans à cause de l'IA. Ouais. Il faut éviter. Il faut vous ouvrir vous-même. Il faut chercher à comprendre. En tout cas, je suis très fière de toi, Edith Brou. C'est bien. Et puis, j'ai été très contente d'accepter parce que je ne donne pas souvent d'interviews, surtout très intimiste comme ça, j'en donne très peu.
Je ne voulais pas trop parler de côté intime et tout, mais vous me connaissez. Vous savez que j'aime aller en profondeur. Mais voilà, elle m'a blagué doucement pour m'emmener à me raconter. Non, j'ai été très, très contente d'être là. En tout cas, infiniment. Bravo pour ce que tu fais. C'est très professionnel. Merci beaucoup. Et merci à Abidjan Podcast Studio qui m'accompagne depuis le début et tout. On se rapproche vers la fin de la 2e saison. Et pour moi, c'était important aussi de te recevoir parce que tu es mon inspiration, tu es mon modèle depuis de nombreuses années. Quand j'ai eu mon bac, en 2002, c'est ma grande sœur qui m'a fait fumer la première fois le cigare dans la célèbre cave de M. Koné au plateau sous l'immeuble Alpha 2000. D'abord, on est parti chez Alpha 10 pour te choisir. Oui, tu m'as choisi une tenue. Il fallait ce jour-là. Le bal de fin d'année, je ne comprenais pas la tenue. Et tout. La tenue coûtait plus de 200-300 000. J'ai porté. Et puis, j'étais en créateur. Après, comme on dit, je me suis rendu compte de la valeur même du vêtement. Non, c'est grâce à ma grande soeur que j'ai appris énormément de choses. Elle m'a initié à beaucoup de choses. Elle m'a fait découvrir le monde également, son carnet d'adresses. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé à travailler dans la production audiovisuelle pendant que j'étais sur les bancs de l'université de Cocody. Quand il n'y avait pas cours, je partais comme stagiaire dans sa maison de production audiovisuelle pour apprendre en tant que secrétaire de production audiovisuelle et tout au fur et à mesure. Tu as eu cette carte-là, c'est vrai. J'ai eu cette carte également et tout ça. Et puis, j'ai appris énormément avec elle. Et c'est un honneur pour moi de la recevoir, d'avoir pu vous partager aussi mon univers grâce à cette personne d'exception qui, aujourd'hui, a permis à tout ce secteur-là d'évoluer, le secteur de la production audiovisuelle d'évoluer. C'est un plaisir pour moi. Je suis contente que vous ayez suivi cet épisode jusqu'à la fin, que vous avez appris des choses. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires. Je sais et je compte sur vous. Pour les anciens qui ont travaillé avec Anna Ballo, laissez des commentaires et des témoignages. Et tous ceux qui la connaissent actuellement, n'oubliez pas de laisser des commentaires également. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. D'ici là, je vous donne rendez-vous avec un ou une prochaine invitée. Je vous dis ciao, ciao.